Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. On se retrouve cette fois-ci pour parler du Orlando Magic. Après plusieurs saisons de tests successifs, 2023-2024 a enfin été l'année de l'explosion. Mais est-ce que ça peut aller encore plus haut? C'est ce que nous allons tenter de décrypter. Avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube pour nous soutenir et un petit commentaire pour le référencement. Et puis bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes a look for feet. Oh my! Alors, on voulait vous parler du Orlando Magic, mais en fait, derrière le Orlando Magic, on avait des questions qu'on voulait se poser un peu plus complexes sur l'évolution du jeu, sur comment on approche la construction d'un effectif, et on voulait notamment se demander, en prenant cet exemple d'Orlando, pour une équipe qui a réussi à aller suffisamment haut et assez haut en fait avec un haut niveau de défense, est-ce qu'il y a un certain plafond qui se pose à un moment et est-ce qu'on peut aller plus loin en restant dans cette logique d'avant tout asseoir une assise défensive qui est un peu l'alpha et l'oméga de tout. Et pour vous parler de ça, on accueille Jérém, le fondateur de Q-Basket. Salut Jérém, ça va ? Écoute, ça va. Assez content de parler d'Orlando. Moi, j'avais toujours un peu cru à cette équipe et content de les avoir vus passer le cap. Et c'est vrai que c'est un sujet intéressant parce que, tu sais, il y a ce côté, je trouve, genre, c'est une équipe qui va être intéressante, mais une fois qu'elle a passé le cap d'être compétitive, il y a de vraies questions sur c'est quoi la suite avec ce type d'équipe. Et du coup, je trouve que c'est cool d'en parler. Déjà, de leur saison et puis après des projections qu'il peut y avoir. Parce que c'est pas évident de passer de cette équipe à une équipe qui va peut-être jouer le titre, d'une part. Et du coup, naturellement, ça pose la question de c'est quoi le step suivant, quoi. Ouais, tu vois, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'ils sont à un moment de leur histoire qui est assez intéressant, où ils ont été dans une phase de progression et où on attendait un peu de la saison dernière de savoir où ils allaient. Tu vois, moi, quand j'avais rédigé la preview l'année dernière d'Orlando, j'avais fait la preview écrite, je disais qu'à mon sens, autour d'Orlando, au-delà de play-in, play-off, il y avait un certain nombre de questions où s'ils avaient eu une réponse à ces questions-là, je parle pas très français, mais s'ils avaient trouvé une réponse à ces questions, alors on aurait pu considérer que la saison était réussie, parce que c'était avant tout ça l'enjeu de la saison, tu vois. Notamment, je m'étais demandé, est-ce que Banchero c'est un futur calibre franchise player? Est-ce que la paire Mosley-Parker elle est capable de proposer une attaque performante à terme? Est-ce qu'ils peuvent en savoir un peu plus sur les joueurs sur lesquels ils allaient craquer leur PEL? Tu vois, moi typiquement, je disais que je pensais que Markelle Fultz ils allaient pas continuer avec lui alors qu'il sortait d'une bonne saison. C'est ce qui s'est passé. Évidemment, il y a d'autres choses sur lesquelles j'ai tort. Mais je trouvais que ce qui était intéressant, c'était de se dire, à la fin de cette saison, on a répondu à un certain nombre de questions. Et moi, je trouve qu'il y a la question majeure à laquelle ils ont répondu cette saison, c'est on est capable de construire une défense élite. Il y avait des premières bases qui avaient été posées sur la saison d'avant. Ça, maintenant, on le sait, c'est la deuxième meilleure défense de la NBA. Ils ont posé les bases de cette défense élite. Et maintenant, viennent les différentes questions à se poser. Et c'est le but de ce podcast qu'on puisse poser ces différentes questions, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que, on va en parler, mais toute la difficulté de ce genre d'équipe, c'est. Il y a la question de Banchero, c'est-à-dire est-ce que mon meilleur joueur, entre guillemets, est un franchise player? Et puis, nécessairement, c'est si la réponse est oui, dans quelle catégorie de franchise player il se trouve? Si la réponse est non, c'est comment je fais pour aller l'acquérir alors que maintenant, je suis compétitif, quoi. Et donc, la draft va pas m'aider. D'ailleurs, toi c'est un gros sujet, Banchero. Je crois que sur franchement, c'est un des joueurs qui j'ai l'impression, suscite le plus de débats. Et tu as vraiment un gros débat entre les fans de l'efficacité et les fans du volume, tu vois, ou les fans de l'impression visuelle. Et je trouve qu'il y a toujours un peu à prendre des deux côtés. Toi, c'est quoi ton avis sur Paolo Banchero? Alors, mon avis, en fait, plus les années passent et plus je suis la NBA et plus je me dis, il n'y a pas de modèle ultime. Avant, je me disais, ok, en fait, il faut que tu remplisses certaines cases pour pouvoir être compétitif. Et puis, une fois que tu es compétitif, il faut que tu remplisses d'autres cases pour pouvoir jouer le titre. Et je me suis rendu compte que finalement, ces cases, déjà, elles sont mouvantes. Et puis surtout que, en fait,
si tu es très bon dans quelque chose, tu peux compenser ce que t'as pas dans un autre. Et en fait, c'était pas toujours évident parce qu'on a toujours dit que faut un top 5 pour jouer le titre, etc. Mais la réalité, c'est que j'ai l'impression effectivement qu'aujourd'hui, Banchero, il n'est pas dans cette catégorie de joueurs que j'imagine devenir vraiment, tu vois, l'alpha d'une équipe très très forte, pour être honnête. Et je pense que un des gros étalons, et on en parle souvent hein, dans tous les podcasts de Beyond the Hoops, mais aussi dans pas mal de podcasts qui sont un peu comme le nôtre, c'est que l'efficacité, c'est un peu l'étalon maître. Et le problème aujourd'hui de Banchero, c'est que il progresse très légèrement entre sa première et sa deuxième saison, et que son jeu quand même a des lacunes qui te laissent imaginer que ça va être compliqué d'entrer dans un moule de joueurs très efficaces. Et de fait, en fait, c'est comment tu fais. Comment tu fais pour obtenir à minima un joueur de ce type-là qui peut porter une attaque et la rendre particulièrement efficace par tous les problèmes qu'il pose. Et Moi, en- j'en suis là. Je Ouais, sais pas où j'en ai. ouais, et en même temps, il y a une espèce, je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve il y a une espèce d'évidence sur le fait qu'il est pas très bien utilisé. Ouais. Je trouve que quand tu le vois jouer, on a vu des séquences. Moi, je parle souvent de ces séquences avec Team USA l'année dernière où il était utilisé beaucoup moins en tant que porteur de balle, beaucoup plus en poseur d'écran et dans un rôle plus proche du cercle. Et c'était pour le coup assez intéressant. Et il a des super qualités pour pouvoir être un joueur un peu moins de 3-4 dribbles, un peu plus de un ou 2 dribbles. Moi, j'aime à dire que il y a un monde parfait où Banchero devient la version, enfin, devient le joueur qu'aimerait devenir Julius Randle. Et il y a une version pas très cool où Banchero devient Julius Randle. Tu vois, moi, je la mets là un peu, tu vois, la marge. Le problème étant, je trouve, à chaque fois on prend ce truc de ouais, quand on a vu avec Team USA, c'est qu'en fait, souvent, quand tu avec Team USA, tu as des joueurs qui sont tellement forts dans tous les domaines qu'effectivement, si toi, tu as eu un truc qu'on t'enlève, il y a un joueur qui va le compenser à très haut niveau. Mais en fait, le problème de la NBA, c'est que souvent, quand tu donnes les clés d'une équipe à un joueur, tu as envie qu'il ait la balle. Et tout porte à croire aujourd'hui que Orlando a pris ce pari-là et qu'ils vont donner la balle à Banchero et que si, de toute façon, enfin, s'ils veulent le faire jouer dans un autre registre, il va falloir un joueur aussi fort ou plus fort à côté de lui qui peut être ce porteur et donc être complémentaire avec Banchero. Et justement, en fait, c'est comment tu fais pour acquérir ce type de joueur. C'est pas impossible pour Orlando parce qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité, mais n'empêche que, encore une fois, la draft va s'éloigner. En tout cas, pour Orlando, il y aura plus de top pick, donc ça réduit tes chances d'avoir ce type de joueur-là à la draft. Et du coup, va peut-être falloir monter des échanges un peu conséquents ou avoir un énorme coup de chance sur une progression interne. Et ça, on sait qu'en vrai, ça arrive pas souvent quand même. Ouais, donc tu peux vite imaginer qu'on ait assez rapidement un profil joueur à compromis à intégrer dans cette équipe. Et c'est là où on commence à toucher notre sujet du jour. C'est que si tu veux un fort porteur de balle pour l'accompagner, pour peut-être aller plus loin, bah ça va peut-être à un moment donné poser la question de leur système et de la façon dont ils l'appréhendent. Parce que comme tu dis, tu vois, tu pourras pas avoir un top pick. On sait qu'en plus, voilà, ils ont prolongé Wagner, ils ont pris KCP, donc ils vont pas avoir de marge sur la free agency. Effectivement, il pourra avoir du trade, mais ils ont pas non plus un matos pour aller chercher, tu vois, de toute façon, les Anthony Edwards, tout ça, ils sont pas trade. Enfin, je sais pas si c'est le bon exemple, Anthony Edwards d'ailleurs, mais c'est des joueurs qui sont pas trade, donc certainement, ils devront aller chercher un joueur à compromis. Et ça va poser donc la question un peu de leur projet de jeu, et c'était un peu le sujet du jour. Comme tu l'as dit, c'est où ils en sont maintenant. Nous, on s'est dit, ça pourrait être intéressant de revenir sur la saison d'Orlando, de voir un peu comment ils ont construit leur défense toute cette saison, ce qu'on pense de leur défense, et quel est l'intérêt d'avoir cette approche défensive en fait quand on construit une équipe, quelles sont les limites aussi, et puis essayer de tracer quelques perspectives pour se poser une question un peu plus de fond sur en fait, est-ce que les coachs ont un intérêt à faire cette construction autour de la défense de manière aussi dogmatique. Ça te va, Jérém? On démarre? On a fait un peu cette petite intro là, on démarre? Allez, c'est parti. Retour sur la saison du Magic. Alors déjà, le Magic, ils ont fait, si je dis pas de bêtises, 5e de la conférence Est. Tu les attendais aussi haut, toi, ou pas? Moi, je les avais mis en playoff. C'était un peu ma résurgence des Bulls de l'époque, justement, Wendell Carter Jr., etc. J'aimais beaucoup cette équipe, on s'est beaucoup moqué de moi parce que tous les ans j'y croyais et tous les ans ça décevait un petit peu. Et je trouvais que Orlando avait un peu, clairement, une filiation avec cette équipe-là, déjà parce qu'il y a des joueurs qui étaient dans cette équipe-là. Et effectivement, je trouvais qu'à l'Est, dans une conférence qui est, on va pas se mentir, hein, franchement pas exceptionnelle, l'année dernière, la conférence faisait un peu de la peine arriver au moment des playoffs. Je pensais qu'ils avaient toutes leurs chances de jouer effectivement les playoffs. Après, pour moi, dans ma tête, ils passaient par le play-in. Ouais. Mais après, le jeu des blessures et le jeu des déceptions aussi de certaines équipes font qu'ils étaient cinquième. Je sais pas si c'est quand même pas une cinquième place
par défaut, entre guillemets. Ouais. Mais en tout cas, ils étaient là et moi, je m'attendais à ce qu'ils soient compétitifs, notamment grâce à leur défense. Et effectivement, je trouve qu'ils n'ont pas déçu de ce point de vue-là, quoi. Ouais, il faut forcément penser à minima à Philadelphie qui aurait dû être devant eux. Mm. Je dis pas de bêtises, Indiana aussi a fini derrière eux. Ouais. Si je dis Mais pas, ça, c'est ils pas ont forcément fait. étonnant. Alors c'est pas forcément étonnant, mais ils ont eu un trou. Enfin, Septième. ils ont fait l'ajout de Siakam en cours de route. Haliburton a eu un trou d'adresse dans la saison. On sait que ça a eu un impact. Donc ok, donc Ouais. déjà c'est déjà intéressant de se dire que c'est pas forcément étonnant. On rappelle, hein, ils avaient terminé leur saison 2022-2023 par un 29-27, 29 victoires, 27 défaites. Où en plus ils avaient lâché les 4 derniers matchs. Donc en fait c'était plutôt un 29 victoires, 23 défaites. Et en fait on est un peu dans le prolongement de ça. Et l'acte fondateur de tout ça, c'est que c'était la 18e défense de la ligue. On voyait commencer à se poser les bases d'une défense vraiment intéressante. Et ils sont passés deuxième cette saison. Ce qui, pour le coup, est un gros marqueur. Parce qu'en plus, le premier, je sais que sur les stats comparés, Minnesota est dans le top 5 des défenses de l'histoire. Donc ils sont vraiment, Orlando, sur une top défense, quoi. Exactement. Exactement, et en fait, c'était pas étonnant dans la mesure où il y avait quand même une notion de. Bah, ils étaient un peu dans la première année, je trouve, de leur reconstruction en intégrant des joueurs, notamment comme Banchero. Et puis, il y avait le fait qu'en fait, quand tu regardais le matériel que possède l'Orlando Magic, tu avais un peu l'impression qu'il n'y avait pas spécialement de maillon faible défensif et que a priori, cette saison-là, ça devait être celle où leur défense prenait le pas. Et après, toute la question, c'était à quel point l'attaque, elle est suffisamment bonne pour soutenir cette défense. Et en fait, je pense que la défense était tellement élite qu'on a été un peu Ouais. surpris. Et après, l'attaque, bah, elle pose des problèmes et on va revenir dessus. Parce que clairement, maintenant, le projet, c'est comment tu fais pour parier cette défense élite et on va dire ne pas te mettre des balles dans le pied avec ton efficacité offensive, quoi. Ce que je te propose, c'est que moi, alors je t'en ai même pas parlé avant. Moi, je me suis mis de côté des stats sur leur Ouais, défense. pareil. Et je pense qu'il peut être intéressant, si ça te va, c'est qu'on prenne ces stats et qu'on se dise à chaque fois qu'est-ce qu'elles nous disent, tu vois, sur cette défense. Et sur les différentes qualités qu'a cette défense, tu vois, qu'on fasse ça à deux voix pour essayer d'aider à la fois à lire des stats, ce qui peut toujours être intéressant, et de caractériser leur défense. Ça te va ou pas? Allez, let's go. Allez, on tente le coup. Donc, on vous l'a dit, c'est la deuxième meilleure défense de la ligue avec 111 points enfin 111 de defensive rating. C'est la deuxième équipe qui génère le plus de turnover de toute la ligue avec 15,5% de turnover, ce qui est très très haut. Qu'est-ce que ça traduit généralement, Jérém, là, ces équipes qui arrivent à générer beaucoup de turnover? Alors, c'est des équipes normalement qui arrivent à mettre la pression sur le porteur de ballon, à générer des erreurs. C'est pas forcément des équipes qui vont faire beaucoup de gamble, mais en tout cas, c'est des équipes qui possèdent le matériel pour mettre des pressions sur les joueurs qui vont porter la balle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On le disait au début. En fait, t'as pas de maillon faible défensif cette équipe d'Orlando. Et par contre, tu as beaucoup de joueurs avec de très bons instincts défensifs et qui en plus ont fait l'effort cette saison d'être très disciplinés. C'est-à-dire que je pense que le gros de la progression cette saison, c'est la discipline défensive qui était alliée aux qualités individuelles. Et tu as énormément de joueurs, en fait, sur tous les postes qui sont capables de faire ça. On a eu la saison un peu explosion de Jalen Suggs qui a été formidable. Je sais pas si on prendra le temps de parler de lui, mais en tout cas, énorme. Mais tu sais énorme quoi, progression. je pense que quand on parle de la pression défensive qu'ils sont capables de mettre, Suggs est forcément en tête de tout ça. Donc, je te laisse finir ton truc, puis on partira tout de suite sur Suggs. On s'était dit qu'on différenciait, mais allons-y directement. C'est ça. Et en fait, quand tu regardes les autres joueurs, même ceux qui n'ont pas forcément été à toute la saison, des joueurs comme Markel Fultz, des joueurs comme Gary Harris, etc., en fait, c'est que des défenseurs élites. Et du coup, vu que c'est prolongé en fait par un front de courte, avec notamment un joueur comme Banchero, des joueurs comme Franz Wagner, etc., qui sont des bons défenseurs, en fait, cette équipe d'Orlando, elle te pousse en fait à pas faire d'erreur. Et en fait, bah, pas toutes les équipes en sont capables. Et donc, il y a des matchs où tu te permets de dérouler particulièrement grâce au turnover, quoi. Ouais, moi je suis d'accord, hein. Je trouve que ce que traduit cette stat, c'est la capacité qu'ils ont à déjà mettre des pressions tout terrain, parce qu'ils le font beaucoup. On a beaucoup parlé tous les deux de Minnesota, qui a montré ça pendant les playoffs. Orlando aussi opère cette transition venue d'Europe vers un style défensif avec une grosse pression tout terrain. Et pour le coup, la tête de cette pression tout terrain, on va en reparler après, mais c'est Jalen Suggs. Qui est souvent missionné sur le porteur de balle principal. Et l'intérêt il y a deux intérêts à ces pressions de balle tout terrain. La première, c'est de ralentir drastiquement le temps à disposition pour attaquer demi-terrain, vu que tu ralentis la montée de balle. Et le deuxième, surtout les porteurs qui sont des porteurs qui sont de bon niveau mais pas élite, c'est de les mettre un peu dans le gaz. Et de générer des mauvais choix en fait assez vite par cette pression tout terrain sur le premier porteur de balle. Et alors, ouvrons le sujet Jalen Suggs. Moi, je trouve que alors moi j'ai un avis
complet sur Jalen Suggs, mais je trouve que c'est un très bon défenseur. Parfois, je trouve qu'on en fait un poil trop. Je le trouve très très bon, notamment parce qu'il est polyvalent. Mais dans sa polyvalence, dans les armes qu'il a à disposition, il a cette pression tout terrain. Ou, je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, ce qui m'impressionne sur la pression tout terrain de Jalen Suggs, oui, il est plutôt vif. Oui, il a des bonnes mains et des bons instincts, mais je trouve surtout qu'il a une puissance Très puissant. au sol qui est impressionnante, qui fait qu'il encaisse les bumps et même qu'il les rend complètement, et ça le rend assez impressionnant là-dessus, moi je trouve. Bah ouais, c'est ça qui est impressionnant. Et c'est vrai qu'au début de saison, quand on l'a vu débarquer, on s'est dit, mais attends, mais il a vraiment 21 ans, lui. On aurait dit un joueur de 30 balais Il a qui 21 ans, débarquait. Suggs, Et j'ai même pas son âge. ouais, j'exagère peut-être, mais il est très jeune. Tu vois, il est dans sa troisième saison NBA, donc j'imagine qu'il doit avoir entre 21 et 23. Et effectivement, il a un énorme physique. 23 ans il a. Oui, Il vient d'avoir ouais, 23 c'est ans, ça. donc il avait 22 ans, ouais. Ok. Mais donc, de fait, effectivement, moi je trouve que c'est cette puissance aussi qui le caractérise. Et souvent, ce qui va avec cette puissance, c'est le fait que tu sais, tu as des joueurs très vite qui peuvent mettre des grosses pressions, mais par exemple, ils vont manquer de taille, ils vont manquer d'envergure. Et lui, il manque pas du tout de ces deux éléments-là. C'est plutôt un meneur assez grand. Et du coup, ça le rend extrêmement polyvalent. Et tu peux très bien l'imaginer des fois sur des joueurs de poste qui sont un petit peu plus on va dire, élevés en taille normalement que le sien. Et il n'est pas largué. Et donc, du coup, ce qui marche dans cette équipe, c'est la polyvalence défensive. Ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent sortir un petit peu de leur poste. Et Jalen Suggs, je trouve qu'il incarne ce truc-là. Et alors, petit détail, je pense, c'est que il y avait déjà des gros progrès défensifs dans sa seconde saison, mais le fait qu'il ait débloqué offensivement son efficacité fait que maintenant tu peux le faire jouer 27-28 minutes par match, et du coup, tu as un défenseur élite de plus à ajouter à ton équipe, quoi. Ouais, il a passé ce fameux cap, alors j'ai pas la stat en tête à combien il est, mais de mémoire, il a passé ce fameux cap, tu sais, des 35% à 3 points qui font que, au pire, tu n'initiais pas le jeu, mais tu pénalises pas le spacing et tu peux quand même être sur le terrain, quoi. J'ai jeté un coup d'œil, il est passé du 15e percentile sur les postes de meneur en termes d'efficacité au tir au 85e. Donc vraiment, c'est genre il est passé de tout au tout, quoi. L'année dernière, c'était genre, est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser s'il continue à shooter comme ça? Et là, maintenant, c'est ok. Ok, c'est pas forcément ton initiateur principal, mais là, tu peux le faire jouer. Mais il joue, ouais. Ouais, il joue sans souci, ouais. Et je trouve que ce qu'il a comme qualité, en plus de cette pression tout terrain, qui une fois de plus, pour moi, est une pression de très bonne qualité. Mais pour moi, là où il fait de la différence, tu l'as dit, c'est sur cette dimension de polyvalence. Et pour moi, en fait, il a des choses en plus que cette pression tout terrain. Moi, je trouve qu'il a une vraie capacité à recover sur les pics. Parfois, il a la main qui traîne aussi, hein, quand il est derrière le défenseur, quand il est derrière l'attaquant pour la main. Il est très bon sur la dissuasion quand il est derrière le ballon. Très très bon là-dessus, on l'a vu mettre beaucoup de contre ou de dissuasion sur des replis défensifs sur de la transition, et là pour le coup il fait valoir ses qualités d'explosivité, et c'est à ce moment là que tu te rends compte que oui, non seulement il est ancré au sol, mais pour avoir cette hauteur, c'est qu'à un moment donné sur les changements d'appui aussi il est nettement plus performant que la moyenne, donc ça lui permet à la fois de switcher si nécessaire, mais aussi de recouvrir parfois certains écarts qu'il prend, et on l'a vu en playoff contre les Cavs, sur certaines séquences où quand même il prenait Donovan Mitchell en tout terrain, prendre du retard et réussir à faire son retard, à réussir à refaire son retard, parce qu'il montait la balle avec un écran et il arrivait à chaque fois à revenir. C'est ça. Et puis, ils ont l'avantage, là, il y a le cas de Jalen Suggs, mais globalement, c'est un effectif qui est jeune. Et donc, souvent, avec des effectifs jeunes, tu as effectivement ce genre de qualité qui ressortent particulièrement bien. Et effectivement, je trouve que c'est pas le seul dans ce registre-là qui est bon. Et ouais, en gros, il fait un très bon fer de lance d'une équipe très bonne défensivement, quoi. Deuxième stat, t'as d'autres choses à dire sur la défense de Jalen Suggs? Vas-y. Deuxième stat, Vas-y. c'est la deuxième équipe qui sécurise le mieux le rebond, avec seulement 24,7% de rebonds offensifs concédés. Donc c'est une équipe qui concède très peu de rebonds offensifs. Qu'est-ce que ça nous dit ça sur cette défense? Bah écoute, on parlait de discipline, on parlait du fait qu'ils avaient franchi un cap du côté de la discipline. Souvent dans le rebond, on met en avant les rebondeurs, on met pas forcément en avant le travail de box-out. On met pas forcément en fait le travail collectif qui fait qu'il y a un joueur qui va attraper le rebond. Mais ça nous dit aussi, je pense que c'est une équipe qui est plutôt athlétique et longue. Et effectivement, ces deux éléments qui combinés te permettent de bien maîtriser cet élément. Et effectivement, grosse saison en la matière. Pas vraiment étonné, même si tu vois, par exemple, sur le poste de pivot, on va en reparler, mais t'as pas un joueur extrêmement grand, je trouve un excellent rebondeur individuel qui fait que tu imagines qu'il serait aussi efficace sur le sujet, quoi. Ouais, la seule équipe qui concède moins de rebonds offensifs, c'est Sacramento, qui ont l'argument pour le coup, eux, de l'extraordinaire rebondeur. On critique beaucoup Sabonis, mais Sabonis c'est quand même vraiment hors du commun là-dessus, sur cette dimension du rebond, et eux l'ont pas. Oui, moi je trouve que ça traduit leur taille, hein.
C'est bête, hein, mais leur taille et leur dureté, ils sont très très durs et ils ont cette combinaison taille-dureté qui les aide énormément. Et aussi rigueur, t'as raison, hein, mais qui les aide énormément au rebond. Parce que grâce à ça, ils ont une capacité déjà à switcher, à recover. En plus, comme ils sont athlétiques, ils y vont beaucoup. Et t'as raison, il y a aussi, il y a aussi cette dimension athlétique qui rentre en ligne de compte. Ouais. En fait, ce que je trouve, tu vois, sur la notion de rigueur, c'est qu'il y a des équipes, des fois, qui sont en fait contre-intuitives. Je pense aux Knicks, tu vois, c'est-à-dire que les Knicks, ils peuvent être avec des joueurs très petits et venir Ouais. récupérer du rebond offensif. Et je trouve que c'est le genre d'équipe, les Knicks, qui mettent souvent, en fait, en exergue les équipes qui sont pas forcément très bonnes au rebond. Elles ont des bons rebondeurs individuels, mais en fait, tu te rends compte que l'équipe, elle est pas bonne pour sécuriser le rebond et elle fait pas le travail de discipline et en tout cas le travail collectif pour le protéger. Et souvent, en fait, bah, ces équipes-là sont exposées. Et je pense qu'Orlando, par exemple, est un très bon match-up, a un très bon match-up face aux Knicks, tu vois. Ouais, et à l'inverse, ils sont que 24e dans le volume de contre-attaque lancé. Ce qui Ouais. traduit aussi ça. C'est-à-dire qu'ils ont ils se concentrent beaucoup plus sur le rebond que sur la projection vers l'avant. Et ce qui nous donne encore, tu vois, un indicateur sur Ouais. leur angle très défensif qui a été pris, quoi. C'est ça. Et ce qui est intelligent, en fait, hein, on va parler des choix de coaching, on l'a dit dans la dernière partie, mais il faut dire que normalement, quand tu es un coach, tu fais avec ce que tu as et tu fais sur tes qualités. Et effectivement, oui, quand tu sais que ta défense est ta force principale, autant sécuriser ton rebond et voir après ce que tu vas pouvoir faire, quoi. C'est la 12e équipe aussi qui prend le moins de points en transition, enfin le moins de points par possession en transition. Donc c'est plutôt une équipe qui défend bien la transition. Là encore, on va peut-être pas trop s'étendre dessus, je pense que tu es d'accord, mais ça traduit tout simplement à la fois leur rigueur et leur qualité athlétique qui sont très nettement au-dessus de la moyenne et qui leur Ouais. permet beaucoup de couverture en fait sur ce repli défensif. Et encore, honnêtement, je m'attendais à ce qu'ils, enfin, je pense qu'ils peuvent être encore meilleurs là-dessus. Parce que pour les éléments en fait que tu évoques, je pense qu'en fait ils ont une marge par exemple de progression défensive sur leur gestion de la transition. Parce qu'ils pourraient très bien être top 5 avec les physiques qu'ils ont. Et tu vois, on disait bah, le fait que enfin, je trouve qu'il n'y a pas un pivot, tu vois, un peu lourd qui donne ce côté protecteur d'arceau et qui donne aussi ce côté genre rebondeur de très haut volume. Et du coup, en contrepartie, ils ont de la mobilité. Et je pense qu'ils pourraient effectivement être encore meilleurs sur la défense de transition, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre effectivement à un petit peu mieux, d'autant que j'ai pas souvenir que c'est une équipe qui joue tant que ça le rebond offensif. Donc c'est vrai que c'est peut-être un axe un axe de progression. Alors ils sont aussi, comme ils sont très grands, oui ils sont athlétiques, mais sur les replis défensifs, parfois peut-être ça peut manquer aussi un petit peu de vitesse. Tu vois quelqu'un comme Mm. Wagner qui va assez vite, mais ça reste un mec de 2,8. Le démarrage peut être plus difficile. Banquero est souvent pour le coup impliqué dans l'attaque, donc le repli va être un petit peu plus difficile vu que c'est celui qui prend le tir dans beaucoup de séquences et effectivement ça peut causer ça. Allez, j'en ai encore deux de stats pour essayer de nous aider à caractériser leur défense. C'est la troisième équipe qui concède le moins de catch and shoot, enfin de spot up hein, quand on va regarder sur NBA, sur les stats de la NBA. Donc c'est la troisième qui en concède le moins, c'est la troisième équipe qui le défend le mieux, le tir en spot-up, et c'est la troisième équipe qui concède du coup dans le prolongement le moins de 3 points. Ça. Le moins de 3 points tentés, hein, le moins de 3 points tentés. Qu'est-ce que ça nous dit sur cette équipe? Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est une équipe qui impose un pace vraiment très faible. Je crois que c'est le 28 ou 29e de la ligue, hein. Donc, c'est une équipe qui aime le demi-terrain et qui te pousse en fait à générer peu d'attaques, ou en tout cas moins d'attaques que les autres. Et effectivement, bah, c'est une défense qui est optimisée. Donc, du coup, ils essayent effectivement de gêner les shooters et de gêner enfin, la prise vers l'arceau. Je crois qu'ils sont 9e au nombre de tirs concédés au cercle. Donc en fait, ils concèdent généralement peu de tirs. On l'a dit, ils font des interceptions. Ils maîtrisent leur rebond, donc ils donnent pas beaucoup de secondes chances. Et puis ensuite, bah, ils essayent d'être, on va dire, optimaux dans les deux tirs que tu veux empêcher en priorité, c'est-à-dire celui dans la raquette et celui à 3 points. En gros, c'est une équipe d'analytics. Et c'est une équipe qui le fait bien en plus dans son utilisation d'analytics, quoi. C'est là, effectivement, hein, c'est le 27e pace de la ligue, Orlando, donc on est tout en bas. Moi, je trouve que cette stat, ce qu'elle traduit, je trouve d'assez intéressant. Selon moi, c'est là pour le coup, on commence à rentrer un peu dans le cœur de leur système défensif. C'est la qualité de leur close-out et la qualité de leur rotation. Là, pour le coup, ils arrivent vraiment à bien profiter de leur envergure
pour ressortir très rapidement sur les shooters, parce qu'ils font quand même pas mal d'aide à l'intérieur, comme tu l'as dit, pour essayer de bloquer un peu l'accès au cercle. Ils font quand même pas mal d'aide à l'intérieur, mais ils ont une très très bonne longueur. Ils sont extrêmement grands, extrêmement longs, ce qui permet de sortir assez rapidement sur les shooters et donc de générer peu de tentatives de 3 points. Et en fait, contre eux, tu vois beaucoup, je trouve, d'équipes qui se retrouvent dans des positions, tu sais, de semi-tir ouvert, où en fait, c'est des tirs que tu vas prendre que si tu es vraiment un bon shooter. Et dans cette ligue, qui privilégie de plus en plus les joueurs qui ont un bon shoot mais qui sont capables d'attaquer les close-out aux excellents shooters qui ne sont pas capables d'attaquer les close-out, et ben en fait ils s'adaptent bien à cette méta-là, je trouve, en empêchant ces bons shooters de prendre le shoot parce qu'ils sont pas suffisamment confiants pour le prendre. Ils se retrouvent derrière à attaquer le close-out, mais le problème c'est qu'ils ont tellement des bonnes qualités défensives qu'ils la défendent généralement très très bien, cette attaque de close-out. Moi je trouve ça traduit plutôt ça, tu vois. Ouais, non, mais clairement, ils ont effectivement cet élément ajouté au fait qu'en fait, ils ont une multitude de profils défensifs et donc ils sont extrêmement modulables défensivement. Donc, en fait, ils peuvent s'adapter à des schémas offensifs différents et à des qualités offensives différentes. Voilà, en fait, le truc, c'est que même quand tu fais sortir ton 5 de départ qui possède déjà une défense assez énorme, derrière, tu as des spécialistes défensifs que tu peux faire rentrer. Et donc, de fait, ils sont capables de défendre tout type de schéma. Et aujourd'hui, Orlando, je ne sais pas si c'est pas une des meilleures équipes de la ligue dans ce côté. On n'a pas forcément un schéma ultime sur lequel s'appuyer. Par contre, on peut passer du drop au switch sans trop de difficultés. Et en fonction de qui on met sur le terrain, on est vraiment une équipe défensive différente en fait. Exactement, ouais. Moi je trouve que qu'effectivement on est là-dedans et ça peut peut-être nous permettre de parler d'un deuxième joueur qui pour moi traduit parfaitement cette polyvalence qu'ils ont. Je te vois avec un sourire et me tendre la main pour dire allez on y va parce qu'à un moment il faut y aller, sur Jonathan Isaac. Qu'est-ce que t'en penses toi de Jonathan Isaac? Que Hazard nous en a beaucoup trop parlé cette saison. Mais mais en dehors de ça, en fait, déjà je suis content parce que moi j'y croyais plus du tout. Ça faisait tellement de saisons qu'il jouait pas que quand il est revenu la saison dernière et qu'il s'est blessé genre quelques jours après, je me suis dit ok, là c'était son chant du cygne, on le reverra plus. Et finalement il a fait son essai tranquillement et en fait le joueur qu'on avait à l'époque et qui était un défenseur absolument formidable, il est encore là en fait. Et ça je trouve que c'est un putain de miracle. Et du coup tu as un joueur qui est hyper long, qui a des instincts défensifs de malade, qui t'apporte une forme de dissuasion parce que il n'a pas perdu complètement ses qualités athlétiques et qu'il est encore là. Et même si le temps a passé, du coup, tu as peut-être un des meilleurs défenseurs de la NBA. Pas forcément facile à utiliser offensivement, mais par contre, tu as un spécialiste défensif qui peut défendre sur une multitude de postes et t'apporter des fois ce que t'as pas quand tu regardes l'effectif. Mais en fait, il est tellement polyvalent défensivement que, ok, tu veux de la dissuasion, il va t'en apporter. Ok, tu veux un mec qui peut défendre au large sur des gars assez mobiles, vas-y, tu peux switcher, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, moi je trouve que dans le prolongement de ce que tu dis, effectivement, t'as raison, Hazard nous en a beaucoup parlé pendant toute l'année. C'est effectivement un plat rédemption. D'ailleurs, t'as vu, il a prolongé. Elle est marrante sa prolongation parce qu'il touche 25 millions l'année prochaine et il a prolongé je crois pour 4 ans mais à 15 millions l'année. Et je trouve ça marrant parce que tu vois t'as vraiment un côté pari des deux côtés. Comme si Jonathan Isaac avait pas trop confiance dans son physique et qu'il prend sa prolongation tout de suite et qu'Orlando se dit bon allez, il y a un monde où en fait son corps s'est réglé et où du coup tu vois ça devient un bon coup, tu vois, à 15 millions. Je trouve En ça fait, intéressant. c'est smart parce que en vrai, il vaut pas 25 millions, je trouve. Ou en tout cas, c'est difficile de donner à 25 millions à un joueur qui à la base joue 15 minutes par match, je pense. Ouais, c'est ça à peu près. Peut-être 18. Ouais. Il a 15 Ouais. minutes par match. Donc, Il a 15 minutes par match. Ouais. donc voilà, 15 minutes par match pour un remplaçant, c'est quand même un très beau. Enfin, 25 millions, c'est très beau pour un joueur avec ce type de temps de jeu-là. Mais du coup, en fait, il le donne à un moment où l'équipe n'a pas forcément besoin d'utiliser tout son cap. Et après, peut-être qu'ils reviennent à une valeur qui est plus celle qui est liée à son temps de jeu. Et du coup, à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, ils auront d'autres joueurs à payer. Et vu que le cap aura entre-temps augmenté, finalement, ils vont grave s'y retrouver. Et lui, pour un joueur qui revient des enfers, un salaire où tu te fais 4 ans de contrat assuré, en vrai, c'est bénef, hein. Sachant que c'est donc juste un peu en niveau statistique, il est chez les ailiers celui qui a le meilleur taux de contre par shoot tenté par l'équipe adverse et il est dans le 92e percentile des interceptions. Donc sur les indicateurs un peu clés, on voit toute son influence. Moi, ce qui m'impressionne. En vrai, est-ce que c'est pas un des meilleurs playmakers défensifs de la ligue, en tout cas sur la saison dernière?
tout en étant un joueur qui va pas faire du gamble à outrance et qui du coup va pas être une passoire en contrepartie par moment, quoi. C'est une bonne remarque. Qui sont les meilleurs playmakers défensifs de la ligue? Moi, je trouve qu'il y en a deux que je mets un peu devant quand même. Je trouve, même s'il a plus un rôle de roamer, que quand il utilise dans ce rôle-là, et il a un vrai rôle là-dedans, Anthony Davis est quand même un peu meilleur, je trouve. Même s'il est beaucoup moins mobile. Et ça compte. Et je trouve que Draymond encore est encore peut-être un petit cran en dessus, mais moins. Enfin, comment dire? En fait, ce qui est intéressant avec Jonathan Isaac, c'est qu'il est capable de donner sur 15 minutes beaucoup de plays, en fait. Mais il serait incapable de le faire sur 30, je pense. Il génère autant de pertes de balles qu'il peut générer de contre. Et en vrai, je trouve que c'est ce côté. Quand tu imagines Draymond Green, tu imagines quand même moins un joueur dissuasif par le contre. Alors qu'Anthony Davis, c'est plutôt le dissuasif par le contre et pas forcément, tu vois, un joueur qui va faire du style à outrance. Je trouve qu'Isaac a les deux. Après, de toute façon, on est sur deux joueurs, sur la comparaison, qui ont des rôles majeurs et qui ont leurs 30 minutes par match. Lui, on est plutôt sur un remplaçant avec un physique sur lequel il te dit faut pas trop tirer parce qu'à tout moment, il me claque entre les doigts. Mais en tout cas, ouais, c'est clair que je l'imaginais pas avec un rôle aussi impressionnant. Après, 4 ans de galère en vrai. Bah, tu vois, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous as dit, c'est que tu as dit il a pas tant perdu de ses qualités physiques, malgré toutes les galères qu'il a eues. Et en fait, effectivement, on combine un joueur qui a des instincts défensifs qui sont évidemment de top niveau, avec des qualités athlétiques de top niveau. C'est un mec je crois qu'il doit être à 2,11 ou 2,13 avec une envergure, je crois il me semble qu'il est au-dessus des 2,8. Hein. J'ai pas regardé avant le podcast, je regarde très rapidement, mais il me semble qu'on est à 2,13 m de mémoire. Avec voilà, cette envergure qui lui permet de... 6'11", 2,8 m apparemment. Enfin, 2,8, ok. Donc ouais. on est sur un 2,8 avec des bras très très longs et qui arrive à cumuler, tu vois, une mobilité que je trouve impressionnante. Je me suis refait un peu, tu vois, des images avant le podcast pour bien me mettre les idées en place. Et en fait, le nombre d'actions où, tu vois, il a un piqué sur le pick and roll et où en fait, il arrive à rester attaché, tu vois, à pas perdre le contact avec le mec qui roll, mais malgré tout, à se repositionner, se retourner pour aller dissuader ou contrer un meneur moyen, tu vois, qui va au cercle. Évidemment, il n'arrive pas à le faire ça, tu vois, face à du top meneur. Demain, tu le mets contre Ja Morant, il n'arrivera pas à le faire. Mais il y a beaucoup de meneurs moyens sur l'attaque de cercle. Et lui, il est capable de... Je garde le pivot et je me retourne un peu au dernier moment pour aller faire la dissuasion. Ce qui est une qualité qui est vraiment rare et qui dénote pour le coup de ses qualités défensives. Il a été utilisé aussi dans un rôle de pure roamer, où il a été vraiment, vraiment intéressant. Et après, il a même parfois des séquences dans un rôle de connecteur où il arrive, par ses instincts défensifs, à faire les connexions. Et au final, tu te trouves avec un joueur qui défend généralement le meilleur ailier adverse, surtout si c'est un porteur. On l'a vu contre Mikal Bridges plusieurs fois cette saison. On l'a vu prendre LeBron James, qui est capable de prendre des meneurs moyens plus. On l'a vu aller chercher des meneurs moyens plus, qui est capable de défendre le pick and roll et qui est capable de faire le roamer. Donc là, tu vois, c'est effectivement, quand tu parlais de ton playmaker défensif, là, on y est complètement. Il traduit toute la polyvalence qu'a cette défense. Ah, clairement. En fait, tout à l'heure, j'essayais de ne pas le mentionner et de parler justement de ces joueurs en sortie de banc qui permettent d'apporter une forme de polyvalence qui fait qu'en fonction de ce dont tu as besoin, il va être le joueur que tu vas chercher. Et effectivement, vu qu'on s'est dit qu'on en parlait plus tard, j'ai attendu. Mais oui, il y avait un peu cette idée-là de ok, en vrai, Jonathan Isaac, il incarne tellement le truc que c'est peut-être le moment d'en parler. Donc, ouais, je suis d'accord. Tu vois, je trouve qu'il a, dans son combo mobilité-envergure, je me suis dit, avec ses instincts, il est bien, comme il est moins grand, il n'est pas allé chercher la puissance qu'est allé chercher Anthony Davis, mais je trouve qu'il a gardé, tu vois, un peu ce côté polyvalence et mobilité qu'avait AD dans ses 3-4 premières années aux Pelicans, qu'il a moins maintenant parce qu'il s'est ancré comme un 5 et il est plus lourd. Mais lui, il a réussi à le garder, ce côté-là, tu vois. Et après, je trouve ça intéressant. Après, il est encore beaucoup plus jeune. C'est vrai qu'on a l'impression que, tu vois, c'est un profil... il a été drafté en quoi peut-être 2017, en vrai, quand même, ça commence à dater. Il a 26 ans. Mais effectivement, je pense qu'il était temps qu'il revienne parce qu'il n'aura peut-être pas ce combo-là éternellement, surtout avec ce qui lui est passé un peu dessus. Et du coup, déjà étonné qu'il l'est toujours maintenant. Mais ouais, c'est un joueur de 26 ans. Là, il est un peu dans le cœur de sa carrière. Et ça tombe un peu à pic qu'il revienne, quoi, clairement. Dernière stat, moi que je trouve intéressante, c'est la 3e équipe qui concède le plus de tirs sur pick and roll par le porteur de balle. Avec un niveau d'efficacité qui pour le coup est pas spécialement bas. Je crois que j'avais regardé, sont
Au point par possession, c'est la 12e moins bonne équipe sur cette séquence-là. Donc c'est une équipe qui laisse beaucoup en fait de shoots par le porteur de balle. C'est quasiment 20% des shoots qui sont pris. De shoots par le porteur de balle sur le pick and roll. Qu'est-ce que ça nous dit de cette équipe? Alors, je dirais, et là-dessus, je suis pas forcément sûr de mon coup, mais déjà, ça incarne l'idée que bah, ils ont des intérieurs qui sont polyvalents et qui vont pas forcément, du coup, en gros, se faire, en tout cas, lâcher leur vis-à-vis. Donc, ils vont essayer de pousser effectivement le tir du ball handler, mais c'est aussi des joueurs qui sont pas forcément extrêmement dissuasifs. Faut d'ailleurs préciser dans le registre que, bon, il y a eu des absences, comme souvent à Orlando, et que cette saison, Goga Bitadze, qui a fait déjà une très bonne saison, honnêtement, je pensais pas qu'il serait aussi bon. Mais c'est pas en fait un joueur qui va forcément dissuader. Et de fait, bah, ils donnent les tirs qu'ils souhaitent à l'adversaire, mais en même temps, ils n'ont pas réussi à faire baisser outrageusement l'efficacité. Donc là encore, c'est peut-être, tu vois, le genre de truc où on se dit, bah, il y a une marge de progression pour eux, un peu comme sur l'histoire de la transition. Mais pour moi, c'est un peu cette idée-là qu'il y a derrière ce statistique, quoi. On rappelle que ces séquences-là de shoot pris par le joueur qui est sur le pic, je crois qu'après, de mémoire, alors l'isolation, le problème des isolations, c'est que c'est vraiment très variable d'une équipe à l'autre. Mais je crois que c'est le shoot le moins rentable de tous les play types, Ouais. tu vois, quand tu regardes sur NBA Stats. Pour moi, ce que ça traduit, c'est, tu vois, on en parlait avant le podcast, mais on n'est pas sur une équipe qui a un module de défense qui est réappliqué contre tout le monde quoi qu'il arrive. Tu vois, on prenait l'exemple en préparant le podcast, on se prenait l'exemple des Lakers. Les Lakers, ils pratiquent le deep drop coverage, donc Anthony Davis qui défend très très bas, peu importe l'attaquant adverse, et quand bien même ils ont des mauvais défenseurs sur l'écran. Pour le coup, Orlando, eux, ils sont plutôt dans une adaptation en fonction de l'adversaire. Mais je trouve que dans leur adaptation, il y a une constante, c'est la confiance faite dans le défenseur du porteur de balle. Ce qui fait que, hormis sur les drives où là il y a de l'aide, en fait finalement il y a très peu d'aide. Et on préfère largement voir un joueur naviguer dans les écrans et prendre un tir un peu ouvert parce qu'en fait on va faire confiance au défenseur du porteur de balle. Donc concrètement, faut se rappeler un peu le matos. Ça veut dire en fait on fait confiance à Jalen Suggs dans sa capacité à naviguer dans les écrans, on fait confiance à Jonathan Isaac, on fait confiance à Banchero si jamais il y a un switch. On fait confiance à Gary Harris quand il est disponible pour jouer. Et globalement, c'est-à-dire qu'il y a un haut niveau de confiance qui est fait dans le défenseur du porteur de balle. Et pour moi, c'est quand même un des marqueurs de leur défense. Gros personnel défensif et grosse confiance dans le défenseur du porteur de balle. Et en même temps, en fait, je trouve que c'est logique pour deux raisons. Déjà, parce que comme on l'a dit, en fait, ils ont tellement de matos et de joueurs qui sont bons individuellement, défensivement, que forcément, tu as des choses sur lesquelles t'appuyer et qui font que, a priori, ça devrait bien se passer. Mais il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas un joueur, et notamment ce genre de joueurs, ils sont plutôt chez les intérieurs en général, qui soient suffisamment forts défensivement pour faire reposer ton système défensif dessus, tu vois. Ouais. Souvent, les équipes dont on pense que, ok, il y a un schéma défensif, c'est soit ils veulent vraiment compenser la faiblesse d'un joueur. Par exemple, on peut penser à Denver, qui clairement a un schéma défensif qui. L'idée, c'est ok, on va essayer de pas trop exposer Nikola Jokic. À l'inverse, les équipes qui ont des schémas défensifs très ciblés, c'est parce que tu as un joueur qui permet vraiment de rendre cette défense viable. Tu as l'exemple des Lakers, mais tu as l'exemple de joueurs comme Draymond Green, en fait, qui prend ta défense et qui, en gros, l'organise si bien que finalement, tu peux te permettre de faire en fait des parties pris. Et ils n'ont pas ce joueur à Orlando. Et ça aussi, tu vois, c'est un truc, on verra comment ça va se construire, mais est-ce qu'à un moment donné, tu as un joueur comme ça qui peut débarquer, plutôt que de partir vers un truc de comment on compense en attaque, est-ce qu'on peut être encore plus fort défensivement, tu vois? Mais par exemple, à Minnesota, c'est un peu ça, tu vois, quand tu as un joueur comme Rudy Gobert, on a vu le Jazz, puis Minnesota se bâtir autour de ce joueur-là, même s'il y a des grosses qualités autour. Et donc, ils n'en sont pas là. Et à voir ce que ça donne après, quoi. Ouais, t'as raison. C'est vrai que Rudy Gobert version Utah et Anthony Davis version Lakers, c'est le meilleur exemple de ça, quoi. C'est le mec qui te fait ta défense entièrement. Et en l'occurrence, dans ces deux cas, c'est il est fort à ce point qu'on est capable de supprimer complètement les points dans la raquette. Et on accepte de prendre les autres parce que de toute façon, on supprime le plus rentable et les points dans la raquette. Alors, c'est effectivement, c'est effectivement le dernier marqueur que je trouve important de leur défense et je trouve ça plutôt intéressant parce qu'une fois de plus ça se cumule à quand même pas mal de switch. Ils switchent quand même beaucoup de 1 à 4
Alors que ça peut être parfois, on peut avoir l'impression que parfois que ça disparaît un petit peu dans la ligue aujourd'hui, cette modalité du switch de 1 à 4. Et donc je trouve ça intéressant. Est-ce que tu voyais d'autres éléments là sur leur défense à noter, sur leur style défensif, avant qu'on rentre dans le cœur là, un peu de notre sujet qui est un peu théorique sur comment on construit une équipe, l'intérêt d'avoir autant de défense? Non, mais je pense que effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une équipe qui a énormément de profils défensifs, et donc j'imagine que c'est des choix aussi qui ont été faits à la draft de s'orienter vers une identité comme celle-là. Premier point à garder en tête. Et ensuite, effectivement, je pense que ce qu'on vient de dire là, l'idée qu'ils sont extrêmement modulables défensivement et que c'est une vraie force, mais qu'en même temps, ils le sont aussi par la force des choses parce qu'ils n'ont pas un joueur ultime défensif sur lequel en fait tu construis un système. Je pense que c'est ça qui fait leur identité aujourd'hui et c'est ces points-là en fait qu'il faut garder en tête pour ce qu'on va dire après, en tout cas la discussion qu'on va avoir après ou le débat. Je sais pas si on est d'accord ou pas, mais voilà, dans l'idée, je pense que on en est là. Bah ouais, exactement, parce que la contrepartie de cette très bonne défense, effectivement, c'est la partie offensive. Orlando, cette saison, c'était la 22e attaque de la NBA. Je crois qu'ils étaient 26e sur l'année d'avant, donc il y a une légère progression qui s'explique assez logiquement par le progrès de jeunes joueurs, qui font que forcément ton attaque elle va un peu augmenter, vu que quand tu es drivé par des Wagner, des Banchero, des Suggs, qui sont des joueurs jeunes, d'une année à l'autre, on se met une perspective de progrès. Donc ça devrait à minima être mieux. Malgré tout, ça reste assez insuffisant. Il tourne à 112 points, quasiment 113 points pour son possession. Donc c'est l'offensive rating. Offensive rating qui est tombé. Là, c'est un bon exemple. Face à une autre défense élite contre les Cavs en playoff à 104. Ce qui était pour le coup très très faible. D'ailleurs, élément rigolo, dans cette série entre les Cavs et le Magic, ce n'est pas l'équipe qui a eu le meilleur net rating qui l'a emporté. Bizarrerie qu'on peut avoir. Mais qui peut arriver. Game 7, hein. Ouais. Oui, non, mais c'est clair, c'est chose qui peut arriver. Et donc on se retrouve avec une équipe qui est donc plutôt faible, qui est plutôt faible offensivement. Alors, déjà, peut-être premier élément, Jérém, je sais que c'était la deuxième question qu'on devait se poser, mais c'est quoi les éléments qui nous laissent à penser qu'ils ont vraiment la logique de construire une défense et de tout miser à ce point sur la défense? Moi, je me suis noté, tu vois, quelques éléments. Est-ce que toi, tu t'en es noté? Moi, le premier élément que je prendrais, c'est que, et on en a parlé en plus, c'est, ok, ils sont très bons au rebond défensif, c'est une excellente défense, ils génèrent beaucoup de pertes de balles, et pour autant, ils font peu de transitions. Je crois que tu l'as dit, ils sont 24e. 24e au volume et 24e à l'efficacité. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est ça, c'est qu'il y a à la fois le côté, on fait pas de volume. Normalement, quand tu pas beaucoup de volume, c'est qu'à minima, tu essayes de prendre le meilleur que tu as sur ces transitions-là, c'est-à-dire les plus évidentes, tu vois, genre il y a une perte de balle contre-attaque, pas forcément, tu vois, rebond défensif et on part en transition avec une passe longue, mais à minima, il y a des contre-attaques, donc tu devrais en profiter. Et malgré tout, tu n'es pas top efficace, en efficacité en tout cas, sur les transitions. Et déjà, ça, c'est à la fois, je pense, un choix, mais c'est aussi un point où tu te dis, ok, ça manque peut-être de talent offensif dans cette équipe, quoi. Ouais, parce qu'effectivement, là, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je me l'étais noté, tu vois, dans les éléments qui laissent à penser, qui se misent à ce point sur la défense. Tu as deux éléments pour moi, dans les stats qu'on a donnés, il y a deux éléments différents à considérer. Il y a un premier qui est l'intention de donner du jeu de relance. Et là, c'est le volume de contre-attaque, 24e. Pourquoi? Parce que souvent, quand on fait ça, c'est qu'on veut maîtriser un peu le tempo. Et on considère qu'en maîtrisant le tempo, on va pouvoir asseoir notre défense, parce que la défense, elle est plus simple à faire valoir sur un tempo lent que sur un tempo rapide, vu que sur le tempo rapide, les décalages sont préexistants et donc on les obtient naturellement. Et donc après, tu parles de la pace. Et donc tu parles de la pace que tu as donnée tout à l'heure, et effectivement, ils sont assez bas sur la pace. Le deuxième, c'est l'efficacité. Et sur l'efficacité, effectivement, on joint la question du talent. Et pour moi, même un peu plus précisément que la question du talent dans leur cas, parce qu'en réalité, ils ont quand même des joueurs qui ont des profils pour être bons en contre-attaque. Quand tu prends Banchero et Wagner, ils ont tout pour être bons en contre-attaque. En fait, pour moi, la question qui se pose, c'est la question du playmaker de contre-attaque, du générateur de jeu en contre-attaque. Et ça, pour le coup, c'est un point sur lequel, sur l'ensemble, tu vois, du passage de Mosley, on n'a jamais eu un mec qui est fort sur la création en contre-attaque. L'exemple parfait, si vous voulez essayer de comprendre de quoi on parle, c'est la Melo Ball, qui est très très bon sur la création en contre-attaque. C'est effectivement LeBron James qui, dans le decision making en contre-attaque, est encore ce qui se fait de mieux en NBA. Alors, sans aller dans ces mesures-là, parce que là, c'est des joueurs suffisamment forts, quoi qu'il arrive, on les ferait jouer. Mais tu vois, ils ont toujours privilégié des profils défensifs
a ce générateur, ce playmaker de contre-attaque. Et cette année, le meilleur exemple, c'est Jalen Suggs qui joue meneur de jeu. Ça. Et après, de toute façon, il y a un problème de base avec cette équipe, c'est que ça fait 3 ans qu'on se dit, ok, c'est qui le meneur de jeu titulaire de cette équipe-là, tu vois? C'est qui le playmaker principal de cette équipe? Ils se cherchent, et en vrai, ils ont quand même amené du monde, hein. C'est-à-dire qu'ils ont drafté Cole Anthony, ils sont allés chercher Markel Fultz via trade, ils ont drafté Jalen Suggs, et ils ont eu 2 premières saisons de Jalen Suggs qui étaient assez dramatiques. L'an dernier, ils ont drafté Anthony Black, donc clairement, on voit que c'est une équipe qui se cherche à ce niveau-là, c'est un poste qui leur pose encore problème. Et de fait, effectivement, quand tu fais de la contre-attaque, généralement, tu penses aux guards, hein, qui sont des vrais moteurs, parce que c'est des joueurs qui normalement sont plus explosifs et plus rapides. Et ils ont ce problème-là. Et d'ailleurs, leur attaque, on va y venir, mais elle passe pas forcément par des guards, du coup, elle est vraiment répartie entre plein de joueurs. Et donc, effectivement, ça se ressent en contre-attaque. Est-ce que c'est un choix de leur part ou est-ce que c'est, on va dire, une problématique qu'ils subissent? Je suis pas sûr que on ait la réponse, même si je me doute un peu de la réponse. Mais voilà, ouais, Toi, tu penses que c'est un effectivement, choix? ça fait. Toi, tu penses que c'est un choix? Non, moi je pense qu'en vrai, ils aimeraient bien avoir ce Ah ouais, joueur-là. C'est juste que les choix de d'accord. draft, pour le moment, ça a pas payé, quoi. D'accord, ok. Alors que moi, je pense que plutôt on est sur un choix. Pourquoi? Alors, ça fait partie du deuxième élément. C'était pas le deuxième que je voulais noter, mais c'est pas grave. Mais c'est parce que quand tu regardes en fait sur les 2 dernières années, qui sont les joueurs orientés attaque, vraiment orientés attaque, qu'ils ont testé. Tu vois, je te parle pas des évidences. Tu as les évidences Banchero, Wagner que tu vas faire jouer quoi qu'il arrive. Mais après, derrière, Orlando, c'est une équipe qui a testé énormément de joueurs quand même depuis 2 ans. Bon, je pense qu'il faudrait regarder, mais on ne doit pas être loin avec OKC de l'équipe qui a fait jouer le plus de joueurs différents depuis 2 ans. Et ils ne testent jamais de joueurs à compromis offensif. Le seul qui est testé là-dedans, et je me l'explique pas trop, c'est Cole Anthony, qui en plus avec le temps est devenu un défenseur sur le porteur de balle que moi je trouve pas honteux. Franchement, il fait les minima largement sur le porteur de balle. Mais là, on est sur un joueur orienté attaque. Mais en fait, c'est le seul, quoi. Tu vois, tous les autres qui testent à chaque fois, c'est orienté défense. D'accord. Après, quand tu parles de tester, parce que du coup, Cole Anthony, on est sur un choix de draft Ouais. qui Oh. commence un petit peu à dater maintenant. Est-ce que tu parles de joueurs que tu testes en mode two-way, Moi, tu contrat vois, minimum, tu vois, etc. je vais me reprendre leur roster, mais moi, je m'étais noté déjà la draft d'Anthony Black et une draft qui va plutôt en ce sens, hein. On est sur un profil similaire à Markel Fultz. Tu as eu des gros tests avec l'année dernière avec Chuma Okeke, tu as eu Caleb Houston qui a été testé. Il y a Jet Howard qui lui a un profil offensif mais qui végète en G-League et qui n'ose pas vraiment lancer dans le bain. Oui, moi je suis plutôt sur essayer d'aller trouver, tu vois, ce joueur un peu loin qui a du talent offensif et où tu te dis, en fait, on a tellement de talent défensif que tu peux te permettre d'avoir un joueur à haut compromis parce que notre défense va compenser. Et ça, moi je le vois pas, ce joueur qu'ils ont pu tester, tu vois. Ok, alors je me dis que là, ce que je vais dire, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'en vrai, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de joueurs qui intègrent les rotations en n'ayant pas été draftés ou en étant pris au second tour. Mais est-ce que tu penses qu'il y a vraiment, tu vois, un joueur qui va être un moteur offensif au point que ça va se ressentir en fait sur les résultats de l'effectif, genre peut-être, tu vois, passer de 24e à 16e, qui serait disponible un peu disponible comme ça, en tout cas, et qui serait apporté pour une équipe? Attends, je repense aux joueurs là. Il y en a un dernier que je vous invite à aller regarder parce que moi j'avais adoré son passage dans sa saison à Orlando. C'est Travlin Quinn qui est un bon exemple de ça. Travlin Quinn qui est un très très bon défenseur. Et là, au bout d'un moment, ils ont arrêté. Enfin, ils jouent une quinzaine de matchs à 15 minutes par match. Puis après, ils ont arrêté parce que le compromis offensif était vraiment trop horrible. Je crois qu'il a même pas atteint les 20% à 3 points. Alors que c'est un arrière. Mais par contre, défensivement, c'était assez extraordinaire. Ouais. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, tu ne peux pas le trouver. Ça va être compliqué à les trouver comme on l'avait avant sur des joueurs de G-League ou sur du marché des transferts, mais quand même par la draft. Enfin, tu vois, Mais du coup, je suis en train de regarder là. ils prennent Anthony Black l'année dernière, alors qu'en plus ils ont déjà Markel Fultz, parce que c'est le même profil que Markel Fultz. On s'était un peu posé la question de l'intérêt de prendre Anthony Black. Moi je m'étais dit que c'était parce qu'ils avaient prévu de ne pas prolonger Markel Fultz à terme. Mais tu vois, ils auraient pu très bien choisir d'aller vers un. Alors il n'a pas explosé, hein, mais vers un Jalin Skifino, tu vois, par exemple, qui a un profil plus offensif, qui est peut-être pas un top 10 de draft, mais Kayson Wallace, Ouais. quand même, qui génère un peu plus d'attaque, tu vois. Keyonte George, que toi t'aimes bien, tu vois, qui sont pas, tu vois, ils sont pas allés chercher ce genre de compromis.
Ok, là, alors, je me lancerai pas du coup sur la discussion parce que tu vois, genre, moi je suis pas la NCA, je suis pas forcément les joueurs d'un point de vue scouting et donc je sais pas en fait quelle était la valeur par exemple d'un Ulskifino ou d'un Keyonte George Bah, par rapport pour revenir là-dessus, en tout cas, ce qu'on peut à un dire, Black, tu c'est que vois. la valeur d'Anthony Black était assez basse parce que Ok, c'était vraiment un profil de défenseur playmaker. Alors qu'on avait ok. identifié que son shoot n'était pas du tout opérationnel. Mais on était sur, je te dis moi je trouve que l'idée de se dire qu'on n'est pas un profil à Markel Fultz, tu vois, on n'est pas loin de ça quoi. Et pour le coup, Ok. il a été drafté plutôt haut de mémoire par rapport à ce qui était, à ce qui était projeté. D'accord, parce que quand je vois les joueurs derrière, tu vois, par exemple, bon, c'est pas un meneur, mais par exemple, Jordan Hawkins, je sais que c'est un joueur qui était plutôt âgé, donc t'as pas forcément envie de prendre un joueur de 22 ans. Par exemple, Keyonte George, sur lequel j'ai écrit, donc je me suis renseigné, je sais que c'était un joueur, il a même été pris haut par rapport à ce que les gens D'accord. pensaient de lui, Hmm. par rapport à son parcours universitaire. Donc c'est vrai que je sais pas si par exemple, il n'y avait pas plus de garantie sur Anthony Black que sur d'autres. Mais ouais, Cason Wallace, en tout cas sur sa première saison, je me dis oui, ça a peut-être plus de sens. Et oui, il y a du compromis par rapport à ce que ils ont aujourd'hui, mais ça restait effectivement un choix viable peut-être. Et après, tu peux quand même, tu vois, moi j'ai quand même l'impression que si tu prends OKC dans ces années un peu de construction et de test de joueurs, bah t'as quand même des joueurs profil offensif qui ont été testés. Je pense à Théo Malédon, qui a eu beaucoup de temps de jeu, par exemple, tu vois, qui est plutôt sur ce profil-là. J'ai pas tout le monde en tête, mais il y en a peut-être d'autres. Donc voilà, moi c'est un deuxième indicateur qui me laisse à penser qui sont vraiment orientés vers cette défense. Tu peux aussi prendre d'ailleurs leur choix de deuxième tour de l'année de Banchero où ils prennent Caleb Houston. Qui là encore est vraiment le profil défensif, alors que je crois, oui c'est ça, 4-5 choix plus tard, t'as Jaden Hardy, par exemple, qui est pris qui avait plutôt une bonne cote qui sortait de G-League, enfin de Ignite, et ils font toujours ce choix-là. Donc moi c'est un peu le deuxième élément qui me donne cette impression. Et le troisième, alors ça ceux qui ont suivi Orlando toute la saison s'en sont rendus compte, je pense, c'est à quel point les rotations sont variables. Et ça, pour moi, c'est un des marqueurs de ce qu'ils sont. C'est que tu as, à part quelques joueurs stars chez eux, tu as peu de certitude sur qui va jouer dans 10 jours, quoi, tu vois. Et pour le coup, ils tentent voilà, beaucoup de choses, ils font beaucoup de tests. Et moi, j'en avais parlé un peu dans des podcasts de la saison, j'avais écouté un petit peu les commentaires que pouvait faire Mosley là-dessus. Et puis, moi, j'avais aussi mon impression visuelle. Tu vois, le bon exemple, c'était Trevlin Quinn, moi, que je trouvais assez marquant là-dessus. Euh, c'est vraiment assumer que c'est pour maintenir un haut niveau d'effort, en fait. Et d'effort Ouais. défensif, notamment, tu vois. Et pour moi, ça, c'est un marqueur important. Mais la contrepartie, c'est que, tu sais, des attaquants, parfois, tu as besoin de les installer un petit peu. Ça peut mettre un peu plus de temps. Tu vois, sur des profils à compromis, ça peut mettre un petit peu plus de temps à s'installer. Et pour moi, ils font pas du tout dans ce sens-là. Ils font toujours dans le sens inverse. Mais tu vois, c'est dans le prolongement de ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, tu sais que ça passe par la défense, donc tu orientes tout sur la défense. Donc sur des joueurs un peu loin, tu engages ce commitment, tu vois, à la défense, là, cet engagement sur la défense, quoi. C'est ça. Et puis en plus, le truc, c'est que en vrai, quand tu regardes l'effectif, il y a quand même un sentiment de les joueurs sont assez proches, tu vois. C'est-à-dire, t'as quelques joueurs qui sont des locks, Ouais. où tu te dis, ok, lui, il est nettement plus fort que lui, et donc lui, il doit jouer. Mais c'est vrai que par exemple, quand tu regardes, par exemple, chez les intérieurs, il doit faire avec, en gros, Wendell Carter Jr., qui, quand il n'est pas blessé, parce que ça a été le cas quand même la saison dernière, bah, ok, lui, tu sais qu'il va jouer. Mais après, entre un Maurice Wagner, qui lui, pour le coup, est un profil offensif, un vrai profil offensif, et Goga Bitadze, et éventuellement le fait de se dire, ok, on va peut-être jouer un peu plus petit, mais on va essayer de faire rentrer Jonathan Isaac. T'as quand même toujours un peu sur tous les postes en fonction de ce dont j'ai besoin ce soir-là, peut-être que lui correspond plus à mon adversaire et donc il y a une forme d'interchangeabilité. Et donc je suis d'accord avec toi, hein. Elle vient aussi du fait que bah, ils ont drafté beaucoup de profils défensifs et que du coup bah, ils peuvent appeler un peu des numéros différents. Et qu'à l'inverse, vu ils manquent de profils offensifs, en vrai il y a un côté un peu. De toute façon, dans tous les cas, c'est pas là-dessus qu'on va gagner notre rencontre. Donc on a cette marge de manœuvre. Et puis on sait qu'on est une équipe défensive et ça c'est clair et c'est assumé, hein. Mais le truc c'est que ça c'est le coach, tu vois. C'est-à-dire que le coach en fait, tu sais pas à quel point il est intégré au processus de choix des joueurs et souvent c'est pas le cas du tout. Donc lui il fait avec ce qu'il a, donc ok. Mais les dirigeants c'est quoi leur vision? Ça on le sait moins et peut-être que c'est aligné et peut-être pas quoi. Alors, pour rappel, hein, Peut-être qu'on a juste.
Ouais, Un peu vas-y. en complément de ce que tu dis, Orlando est une équipe un peu particulière sur la draft. C'est-à-dire que c'est une équipe qui historiquement a toujours misé sur les profils un peu justement très longs, très grands. On se rappelle de Mambamba il y a quelques années, mais ça a continué avec le temps. Tu vois, t'as pris Jonathan Isaac. Enfin, on peut faire tout le Aaron déroulé en fait. Gordon, non, mais t'as un déroulé qui date là il y a une décennie carrément, Clairement. hein. Et donc ils ont changé de GM l'été dernier. Vu que c'est Anthony Parker qui est devenu le GM, qui était l'assistant GM de l'ancien GM, et c'est l'ancien GM qui l'a formé. Donc, pour le coup, il y a une forme de continuité là-dedans. Et il me semble que Mosley, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que je me demande s'il n'avait pas été choisi par Anthony Parker ou un truc comme ça, ou recommandé par Anthony Parker, sachant qu'Anthony Parker, lui, a été GM de l'équipe de G-League d'Orlando. Et en 2 ans, il les a amenés au titre avec cette philosophie défensive, etc., etc., quoi. Donc, pour le coup, il y a une forme de continuité et ça devrait pas spécialement bouger vu à quel point ça s'est dessiné comme ça dans le temps, quoi. Ouais, il y a un héritage, mais c'est vrai que tu peux te dire, ils se sont tellement cassés les dents avec cette formule-là quand même, parce là, c'est qu'on est quasiment sur la troisième reconstruction d'Orlando en 10 ans, avec aucune période de résultats vraiment satisfaisant, quoi. Donc c'est vrai que tu pourrais te dire, à un moment donné, il y a un changement de fusil d'épaule, mais ouais, ce schéma se répète, donc il y a clairement quelque chose qui est de l'ordre de la culture qu'il veut mettre en place et de la manière de concevoir le basket. La question, c'est maintenant que tu as réussi à créer pour la première fois, je pense, une équipe avec un niveau plancher qui est quand même solide, comment tu fais pour passer le step? Et c'est vrai que c'est un peu là-dessus qu'on discute. Et ouais, j'avoue que il s'offre en tout cas peu d'équilibre, il cherche peu le compromis, quoi. Peut-être. Allez, on continue à être. Allez, là on a été à la fois présentant, critique. Essayons d'aller dans le positif. C'est quoi l'intérêt selon toi de commencer en construisant la défense comme ça? Parce qu'en fait, et t'as raison, c'est un peu leur troisième rebuild. Quand tu dis troisième rebuild, c'est-à-dire que tu penses à d'abord l'après Dwight, puis après l'après Vucevic Fournier, et maintenant on en est là, c'est ça, hein? Ouais, je pense à la période Oladipo, etc. Ouais. L'entre-deux, on va dire qu'il y a eu avec Vucevic, Fournier, Aaron Gordon, et puis maintenant celle-là. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu l'idée, quoi. Ok, Même s'il y en a qui étaient assez proches, mais bon. et donc c'est pas si lointain finalement cette génération-là. On pourrait presque se dire qu'elle démarre, allez avec Banchero quoi, 2022, peut-être un peu avant. Je crois Ouais, c'est il ça. arrive Ouais, l'année je d'avant de pense. mémoire Mosley. C'est quoi selon toi l'intérêt de commencer en construisant la défense? Parce que du coup c'est ça la première brique qu'ils ont posée, c'est de construire la défense. Ouais, je pense que déjà la brique elle est liée à l'identité, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté d'aller chercher des entre guillemets des frics qui étaient là. Et après, je trouve qu'il y a un truc qui est très bien avec l'idée de commencer avec la défense, c'est que j'ai l'impression que tu as moins d'années entre guillemets de recherche. J'ai l'impression qu'en fait, tu peux avoir des résultats beaucoup plus rapidement. C'est comme ça que ça se dessine selon moi. Et du coup, tu crées une forme de culture, de rigueur dans lequel tu peux facilement te dire, ok, maintenant qu'on a créé ce truc-là, on a juste à plugger un moteur offensif supplémentaire et là, bah, l'équipe, elle est quasiment finie, quoi. Je suis pas sûr que en réalité ça marche comme ça, mais je pense que l'idée qu'il y a derrière, c'est on a des résultats assez rapides, on crée une forme d'identité et derrière, en fait, il te manque une pièce à ajouter pour vraiment éventuellement finir ton projet, quoi. Ouais, c'est marrant, tu vois, ça faisait partie effectivement des points que je m'étais mis. Je pense qu'effectivement ça permet de mettre en place un système où la star offensive qui va arriver après, elle est juste un plugin en fait. Parce que quand tu crées un système offensif qui est performant, le problème c'est que quand tu rajoutes un attaquant, tu viens un peu perturber les équilibres et parfois ça marche moins. Quand tu commences par la défense, si tu rajoutes l'attaquant, finalement tu devrais venir moins perturber ta défense pour le coup. Je suis d'accord avec toi aussi, Ouais. il y a un truc un peu qui est lié à leur culture de recrutement. Ils ont cette culture de recrutement de joueurs longs qui quand même souvent par essence, ces grands, là, longs athlétiques sont souvent des bons défenseurs. Et donc, ben, comme ils ont cette croyance dans ces profils-là et qui se traduit par un joueur comme Jonathan Isaac qui finalement s'est bien approprié le rôle du playmaker défensif et on sait à quel point c'est important aujourd'hui en NBA. Aujourd'hui, des playmakers défensifs, il y en a très très peu et ça a une valeur qui est énorme en fait, hein. Et donc, ça a un intérêt d'essayer de le trouver avant d'aller plus loin. Effectivement, il y a cet élément-là. Je me demande aussi, tu vois, dans quelle mesure c'est pas une façon de faire qui permet d'intégrer un peu plus facilement les jeunes joueurs. Pourquoi? Parce que on sait que l'attaque, l'efficacité au moins en attaque, ça met un peu de temps à venir. Tu vois, je pense notamment aux playmakers sur les postes de meilleur jeu. Tu vois, tu as pris Jalen Suggs, c'est un bon exemple. On sait que
sauf à choper Kyrie Irving où ça vient en 2 ans, mais c'est un peu plus long. Et je me demande, tu vois, dans quelle mesure aussi ils se disent pas que l'intérêt que ça a, c'est que ça permet de construire un cadre sécurisant pour les attaquants où t'es pas non plus complètement genre en mode de Détroit où tu gagnes pas un match et où en fait tu sais même plus vraiment quelle est la valeur de ce que tu développes parce que les équipes elles viennent contre toi avec un niveau de préparation qui est relativement faible et en fait la moitié de tes matchs sont pas vraiment des matchs. Là au moins tu arrives à construire une... D'ailleurs ils ont énormément de matchs serrés en 2022-2023, je sais que ça faisait partie de leurs caractéristiques. Je me demande voilà dans quel cadre ça permet pas de créer un cadre sécurisant pour pouvoir développer les joueurs offensivement. Non, mais je pense effectivement c'est le cas. Après, ce qui peut se débattre, c'est à quel point, on va dire, tout ce qu'ils vont mettre en place là a de fortes chances de se transposer dans un modèle plus efficace et dans lequel, tu vois, la progression interne va permettre en fait d'aller acquérir ce qui leur manque aujourd'hui. C'est-à-dire, dans un premier cas, c'est la progression interne. Est-ce que finalement des joueurs qui commencent en étant très peu efficaces, t'en as suffisamment qui vont devenir extrêmement bons dans le registre? Tu vois, on parlait de Paolo Banchero. Est-ce que Paolo Banchero, il peut faire ce qu'a fait Jalen Suggs, c'est-à-dire passer de inefficace à très efficace? J'ai des doutes. Aujourd'hui, la force de Banchero, c'est que je trouve c'est un bon playmaker, meilleur que ce qu'on dit. Mais après, dans l'efficacité offensive, autant en première saison, je me suis dit, ok, franchement, en saison rookie, t'as plein de joueurs, ils ont un vrai step-up après. Mais c'est vrai que quand tu regardes son jeu, je suis pas sûr qu'il y ait des progrès évidents à faire et qui font partie en fait de son skill set actuel. Je sais pas s'il y a des trucs à débloquer qui font qu'à un moment donné, il va être vraiment au-dessus des moyens en efficacité. Et comme c'est un truc qui est chez la plupart, on va dire, des joueurs importants offensivement du Magic, ça peut poser question. Parce que même Franz Wagner, aujourd'hui, si tu regardes le True Shooting Plus, il est en dessous de la moyenne NBA. C'est la même chose pour Paolo Banchero. C'est la même chose pour, alors, un joueur moins important, mais Markel Fultz. C'est la même chose pour Cole Anthony, alors que lui, c'est plutôt un compromis offensif. Donc c'est vrai que tu as beaucoup de joueurs qui sont importants dans la rotation où tu te dis, est-ce qu'il y a la progression possible? Par contre, je suis d'accord, ça crée un cadre sécurisant, tu as la marge de progression, et puis comme on le disait, contrairement à des équipes qui veulent se construire par l'attaque, mais qui n'arrivent pas offensivement, bah au moins le fait... En tout cas, j'ai l'impression que la défense, ça scale mieux, tu vois. C'est-à-dire que finalement, si tu es un bon défenseur avant d'arriver en NBA, il y a de bonnes chances que tu sois toujours un bon défenseur une fois que tu arrives en NBA. Alors que l'attaque, on voit beaucoup de joueurs, ça marchait à un niveau plus faible, mais face à des défenses d'élite, bah là, d'un coup, ça fonctionne plus. Donc c'est vrai que il y a cet avantage-là, mais est-ce que tu vas être capable derrière d'aller chercher le joueur qui va, en tout cas, si tu penses que tu vas le faire par le trade, est-ce que tu es capable, genre, d'aller chercher un joueur qui est très fort offensivement, sans casser toute la structure, parce que, en gros, tu as monté une bonne défense, mais que les joueurs aujourd'hui défensifs ont moins de valeur que les très forts joueurs offensifs, et donc il va peut-être falloir envoyer 3 à 4 joueurs dans ton trade, quoi. Ouais, ou alors t'es obligé de surcoter un Jonathan Isaac alors que t'as aucune envie de le perdre. Tu vois, c'est-à-dire on va te dire allez Jonathan Isaac m'intéresse, mais en réalité est-ce que t'as vraiment envie de le mettre dans le trade? C'est toujours pareil. En fait, ceux qui ont une grosse valeur chez les défenseurs, c'est les défenseurs qui font bien défendre collectivement. Donc effectivement, tu vas devoir te séparer d'un joueur qui connecte ta défense. Les joueurs qui ont, tu vois, comme Wagner, qui est un bon défenseur sur l'homme. Sa valeur défensive, elle va pas être énorme en fait. Donc ça, mais en même temps, tu vas pas pouvoir la vendre très cher, tu vois. Et donc effectivement, tu risques d'avoir à lâcher un de tes playmakers défensifs, quoi. Tu vois, je prends l'exemple, et c'est pas dans le cadre d'Orlando Magic, hein, mais par exemple, un joueur comme Gary Harris qui était à un moment donné, quand il était à Denver, franchement, dans le très haut niveau des défenseurs extérieurs NBA, sa valeur, une fois que tu veux le faire sortir de Denver, ok, il y a une chute offensive qui a joué, hein, mais dans tous les cas, sa valeur ne t'aurait pas permis d'aller chercher un top joueur en contrepartie. Et le problème, c'est que tu peux avoir dans une très bonne équipe défensive plusieurs joueurs qui, oui, ont de la valeur dans ton effectif actuel, mais une fois que tu vas vouloir aller chercher la star qui te manque, bah en fait, tu vas devoir les empiler, ces joueurs-là. Ouais. Et du coup, tu vas vider la substance de ton équipe. C'est un peu ça qui me fait peur. Ouais, effectivement. Ouais. Alors, est-ce que tu as encore d'autres trucs sur l'intérêt de commencer en construisant la défense, ou est-ce qu'on passe justement aux limites et aux risques que tu as commencé à en énoncer et on pourrait presque poursuivre dessus? Je te laisse continuer sur du coup si ça revient. côté, ouais, c'est ça. Ça revient. Alors justement, commencer. premier élément, tu as commencé à en parler sur les limites et les risques d'une stratégie trop défensive et de trop développer la défense au détriment de l'attaque. Pour moi, le premier point dans le cas d'Orlando, c'est que tu te retrouves, alors on va essayer à la fois de parler de lui et de grossir le trait pour monter un peu en généralité, mais tu peux te retrouver à utiliser un joueur qui a du talent en attaque à l'envers.
Et alors là, forcément, c'est assez évident. Je pense que tu l'as compris, le joueur auquel je pense, c'est Paolo Banchero. C'est-à-dire que je me demande à quel point cette construction d'une structure défensive ne t'impose pas, finalement, d'utiliser Banchero de cette façon. Et alors certains vont dire, oui mais utiliser Banchero, c'est plus facile d'utiliser Banchero de cette façon parce que le jour où on lui enlèvera la balle, il aura déjà pris du skill set. Moi ça c'est un discours avec lequel j'ai énormément de mal. Déjà les rétro-pédalages sont assez rares, ça arrive, hein. Il y a des cas, Aaron Gordon est un bon exemple, mais je pense avec un niveau de talent offensif qui est nettement en dessous de Banchero. Donc ça peut arriver, mais je pense que c'est assez rare. Et en plus, je ne sais pas dans quelle mesure ce que tu développes offensivement chez ce joueur-là va vraiment être utile dans la composition de l'attaque que tu auras demain. Je prends un exemple. Prenons l'exemple du playmaking. Toi, tu parles de Banchero et de son playmaking. Banchero développe un playmaking aujourd'hui de vrai porteur de balle. Pas de deuxième porteur de balle, d'initiateur de jeu, tu vois. Donc cette qualité qu'il développe là, demain, imagine, tu ajoutes un meneur de jeu très fort, qu'est-ce qu'il en reste, tu vois? Ben, je sais pas trop. Je vais pas plus loin, je te laisserai agir à ça, mais moi, il y a déjà ce premier élément. Non, ouais, je suis d'accord. Moi, après, je pense que le playmaking, pour le coup, c'est un truc qu'il avait déjà, tu vois, en NCAA, et c'était une force sur laquelle bâtir, en fait, avec lui. Le problème étant qu'il lui manquait le reste, c'est-à-dire le scoring et l'efficacité qui va avec. Mais en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, je pensais que tu allais aller sur l'exemple de Giannis. C'est-à-dire qu'on a passé des années à fantasmer sur l'idée que Giannis, porteur de balle, c'était énorme, mais que si tu lui ajoutais en gros un meneur élite, et il l'a enfin eu avec Damian Lillard, l'association des deux allait être absolument fabuleuse. Et au final, on se rend compte qu'en fait, il n'a pas du tout développé ce jeu de rollman, etc. Et que finalement, le duo parfait que tu as toujours imaginé, c'est plus deux joueurs qui cohabitent qu'autre chose, quoi. Ben, C'est ouais. dommage. Et de fait, à un niveau bien moindre, on pourrait avoir le cas Banchero, quoi. Ouais, bah alors effectivement, j'avais pas pensé à Yanis, mais en plus, ça me permet un rebond. Mais effectivement, tu as raison, Yanis est un très bon exemple de ça, où en fait, ce que tu dis, je paraphrase ce que tu dis, hein. Mais ce qu'on voit avec Yanis, c'est que le problème qu'il y a avec Lillard aujourd'hui, à mon sens, c'est la qualité de ses écrans, de sa pose d'écran, qui pour moi est de petit niveau. Je juge même pas le rôle, déjà sa qualité de pose d'écran. Et qui du coup, effectivement, le rend finalement pas si compatible que ça avec Lillard. Et on les a vus beaucoup jouer l'un tour à tour et pas créer cette connexion entre les deux. Alors que on en parlait il y a peu avec Greg quand on parlait des Suns, mais on se disait justement que quand tu as deux joueurs forts, tu as tout intérêt à créer une connexion entre les deux plutôt qu'ils s'alternent les uns les autres. Si jamais vous n'avez pas mémoire de ce qu'était Yanis au début et de à quel point ça peut être un apprentissage aussi le rôle de poseur d'écran, etc. Prenez Victor Wembanyama aujourd'hui. Victor Wembanyama aujourd'hui, pour moi, son principal point faible, c'est sa qualité de pose d'écran qui est vraiment très limite. Et à un moment donné, s'il ne le travaille pas, tu vas avoir le même effet. C'est-à-dire, dans 4-5 ans, tu vas le mettre avec un fort porteur de balle, ça va pas cliquer d'un coup, quoi. Tu vois, ça va pas venir d'un coup, parce que déjà, en plus, il faut développer le corps d'une certaine façon. Enfin, il y a des automatismes à prendre. Tu vois, typiquement, le playmaking de... Tu vois, moi, oui, le playmaking, à partir du moment où tu l'as, mais moi, je pense sincèrement que le playmaking de short roll, c'est pas le playmaking de porteur de balle. Non, clairement. Et en plus, Ouais, chez Banchero, on est dans un vrai apprentissage. Moi, je trouve que les gens en font un peu trop avec le playmaking de Banchero, que je trouve intéressant. Il y a des flashs très intéressants. Mais son intention n'est pas une intention de playmaker. Pour moi, c'est encore un peu un cimetière à ballon. Mais il a des séquences où il enchaîne les passes. Mais du coup, le cimetière à ballon, le demain, quand il va faire des short rolls, je l'imagine pas devenir Alperen Sengun, quoi, tu vois. Non, mais alors après, je pense qu'il y a effectivement toute la problématique il y a des qualités de passeur qui sont évidentes, et la situation fait que tu l'obliges à pousser là-dessus, mais comme il n'est pas dans un rôle globalement qui est celui dans lequel il devrait être au niveau NBA, du coup, il force beaucoup de choses, et ça met pas forcément en valeur les qualités de playmaker qu'il a, parce qu'il y a plein de situations où en fait il force sa nature. Et je suis d'accord avec toi, dans un monde idéal, ce serait probablement plutôt un second playmaker qu'un prioritaire, et c'est pour ça que il y a aussi la construction défensive qui fait que tu le mets dans une situation où en fait aujourd'hui on pense que va dire Paolo Banchero c'est ça, mais est-ce que on devrait vraiment avoir cette image là, tu vois? Ouais, je suis complètement d'accord, et ça peut s'ajouter à un autre élément qui est un élément même de compatibilité entre les profils au général. Tu vois, aujourd'hui, le spacing, par exemple, du Magic. Tu vois, Banchero, en porteur de balle, ça pourrait être intéressant dans un spacing assez optimisé, parce qu'il a effectivement un mix explosivité-puissance,
le rend difficilement tenable. Maintenant, le spacing du Magic, Il est affreux. allez, il était affreux, il est devenu, maintenant je le mettrais dans aléatoire, il était affreux. Alors, on est quand même sur une des équipes qui prend le moins de tirs à 3 points, ce qui est déjà pas évident. Je crois qu'ils sont 24e, avec la 29e efficacité en NBA sur le tir à 3 points. Je trouve qu'on est quand même sur vraiment du spacing de merde. Ouais, Donc c'est vrai que pour le coup, ça c'est un truc qui se modifie en plus. Alors, là par contre, c'est un truc qui peut facilement être récupéré avec des joueurs qui progressent et avec un ou deux recrutements, dont un dont on parlera plus tard. dans un recrutement à 20 millions à 16 ans. Mais Ouais. leur spacing en plus a été pénalisé de manière un peu contextuelle cette année par les nombreuses blessures de Gary Harris qui faisaient qu'il pouvait pas trop jouer et par la chute d'efficacité un peu étonnante de Franz Wagner qui a pas mis un tir de l'année. Je crois qu'il est en dessous des 30% cette année, je crois qu'il a 28% à 3 points de mémoire. Je crois que c'est quelque chose Ouais, comme c'est pas ça. ouf, hein. C'est bas. C'est bas. Alors que sa norme elle est probablement plutôt autour des 33 à 34 quoi. 34, ouais, Ouais. je pense. Et donc du coup, même ce que tu veux développer chez Banchero, tu te retrouves à le développer dans un truc un peu bancal où le risque C'est peut ça. presque être même à terme de lui... Alors, moi j'ai toujours peur dans ces cas-là qu'on fasse perdre confiance, que le joueur perde confiance. Mais j'ai l'impression que chez les joueurs de ce niveau-là, la perte de confiance, elle n'existe pas trop. Et que ce que je dis est vrai chez des joueurs un peu, tu vois, des top 15 de draft, quoi. Ouais, puis j'ai l'impression que pour le coup, ça c'est un truc, les joueurs aussi en sont conscients, tu vois, c'est quand même des stats de base, on n'est pas sur des stats avancées où des fois tu as l'impression que les joueurs quand ils parlent, Ouais. c'est le genre de truc dont ils s'occupent peu, mais là pour le coup, je pense qu'il est bien conscient que putain, ils shootent comme des brels et que bah là, tu vois, ça cet élément, je le vois plus comme un truc de ok, ça fait partie des choses que tu peux améliorer rapidement et l'année prochaine et les équipes en sont conscientes, les joueurs en sont conscients, donc là-dessus, je pense que c'est plutôt un bon point pour la suite pour Orlando quoi. Ouais. En tout Ouais. cas, spacing. Au-delà de Banchero, moi j'ai d'autres éléments, hein, mais toi t'avais peut-être un autre élément. Tu parles de plutôt alors sur quoi? Sur les l'attaque, limites, sur les globalement. risques, tu vois, de justement ce développement par la défense. Bah, non, moi je pense que moi l'élément principal c'est plus comment tu prends ton virage. Si à un moment donné tu veux chercher une forme d'équilibre, tu vois, je l'avais un petit peu abordé tout à l'heure, c'est bah t'as des joueurs en gros qui ont une valeur et souvent la valeur à NBA vient de l'attaque et du coup quand tu crées un effectif avec plein de Ouais. joueurs qu'on disait en plus interchangeables, tu vois. C'est-à-dire que quand dans ta rotation, tu as des joueurs qui peuvent prendre de la place comme Shuma Okeke, qui est un bon joueur par ailleurs, mais qui est un joueur plutôt dispensable, tu vois. Genre, Hmm. c'est facilement trouvable, on va dire, ce type de profil. Et comment tu fais en fait pour aller chercher, par exemple, on disait avant l'émission, genre, le joueur idéal et qui aurait pu être disponible dans notre tête cet été, c'était Trae Young. Comment tu fais pour aller chercher un joueur de la valeur de Trae Young quand en fait, tes deux meilleurs joueurs, c'est Paolo Banchero et Franz Wagner et qui sont au cœur de ta construction actuelle, quoi. Oui, et que t'as pas montré chez 2-3 joueurs des brides de ah lui, Il va exploser à un moment ouais donné. c'est ça, lui il a 15-20, allez viens on le fait passer à 30, c'est sa troisième saison NBA. Et qu'est-ce qui se passe, tu vois, s'il passe à 30? Et effectivement, t'as pas multiplié les essais sur ces joueurs-là, et comme tu le dis, c'est les joueurs qui ont le plus de valeur. Donc, c'est ce qui concerne du coup un peu ce qu'on va voir aussi la saison prochaine. Moi, j'avais un autre élément encore là sur les risques d'une stratégie trop défensive. C'est les autos. Alors, on l'a un peu dit pour Banchero, mais même collectivement, les automatismes que tu crées, les habitudes que tu crées sur l'attaque. Ils ont quand même, moi je trouve, Orlando, un modèle offensif qui est hyper répétitif. On a vu beaucoup de clips cette saison de systèmes d'Orlando. Moi, je vous invite à la prudence avec ces extraits un peu popcorn qui ne résument pas la structure du jeu d'Orlando, qui est une structure en fait de tentative de pick and roll en première intention. Et s'il ne marche pas, on multiplie des pick and roll. C'est quand même ça le fond de leur jeu et c'est assez pauvre. Aujourd'hui, je ne sais pas à quel point construire une top défense, c'est ce qui te fait gagner un titre, tu vois. C'est ce qui te permet d'être dans une position à un moment donné de gagner un titre. Moi, je crois de plus en plus que les équipes qui arrivent à se mettre dans une position de gagner un titre, alors Boston est pas un bon exemple parce qu'ils avaient Todd. Évidemment, Mais ils avaient les deux. évidemment, quand t'as les deux, c'est mieux. Évidemment, quand t'as les deux, c'est mieux. Mais je crois de plus en plus que il faut créer les bonnes habitudes offensives parce que l'attaque est devenue à ce point forte que c'est elle qui te pose les vraies briques, tu vois.
Ouais, alors là, je suis d'accord avec toi sur le principe. Après, tu vois, on est sur une NBA qui est quand même plus ouverte qu'elle a été entre 2015 et 2019. N'oublions pas, tu vois, où vraiment c'était les deux, enfin les deux, trois, quatre top attaques qui vraiment dominaient la ligue. Et de toute façon, ces équipes avaient aussi des bonnes défenses généralement. Cette année, franchement, on a eu pas mal de surprises en playoff. Et parmi elles, il y avait Minnesota qui était une top 20 attaque en saison régulière et qui a réussi à faire tomber le champion en titre, qui a réussi à faire à exploser les Suns qu'on voyait quand même comme un match-up plutôt intéressant. Et ils l'ont fait en priorité grâce à la défense. Donc je me dis en fait, ces schémas, ils peuvent changer et j'ai l'impression que la défense reprend aussi de l'importance, tu vois. Genre sur les derniers playoffs, les équipes très modulables défensivement qui mettaient des grosses pressions défensives, j'ai trouvé vachement à l'aise. Par contre, généralement, ils avaient un top player offensif. Et c'est ça un peu qui est peut-être inquiétant, c'est que euh, est-ce que, en fait, moi j'ai pas peur pour des, tu vois, des habitudes que tu vas prendre, mais c'est plus à un moment donné si tu changes on va dire de cadre, est-ce que le joueur il va correspondre au cadre? Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui font des erreurs en prenant des profils qui se correspondent pas l'un avec l'autre, en prenant des joueurs qui sont, tu vois, un peu trop indépendants. Ce serait con qu'en gros, ce qui a été développé par exemple autour de Banchero, c'est celui autour duquel tu vas tout développer, bah il n'est pas d'interaction possible avec Banchero. Moi, c'est plus ça qui me ferait peur, tu vois. On avait partagé en début de saison, presque à l'ouverture du podcast, un graphe qui montrait l'importance de la défense et de l'attaque chez les champions et qui avait tendance à Mhm. montrer que l'écart à la moyenne de l'attaque avait tendance à grossir, si tu traçais une ligne de linéarité, avait tendance à grossir, et que l'écart à la moyenne de la défense avait tendance à se rapetissir, là où la courbe était inverse dans les années 2000. Peut-être qu'on vous le repostera pour que vous puissiez le voir et vous faire une idée en complément. Ouais, puis il y avait eu, je crois, un podcast sur un article de Vincent justement qui étudiait en fait bah, quelles étaient les tendances domination attaque, domination de défense, et on voyait effectivement que l'attaque avait plus de poids depuis, je crois, la fin des années 2000, je crois que c'était. Mais malgré tout, j'ai la sensation, tu vois, que là, ce qu'on a vu sur les deux derniers playoffs, c'est que on commençait à comprendre le basketball analytique, c'est que maintenant on est entré dans une phase où en playoff, tu étais capable d'ignorer le tir à trois points, tu étais capable de prendre des décisions qui font que la défense, elle reprend du poil de la bête, je trouve, dans la conquête des titres. Et est-ce que cet élément-là nous rappelle pas aussi, c'est peut-être presque une appalisse ce que je dis, mais moi j'en parle souvent, parce que c'est le sujet en fait, le sujet de l'équilibre défense-attaque. Et en fait, moi l'impression que m'ont donné des derniers playoffs, c'est qu'en fait tu es obligé, enfin évidemment t'es obligé, évidemment c'est une appalisse, évidemment ceux qui gagnent c'est ceux qui sont les meilleurs dans les deux domaines, mais qu'à un moment donné, il n'y a pas d'effet cumulatif en fait, tu vois. C'est-à-dire que empiler les bons défenseurs, t'as pas un effet exponentiel. Au contraire, t'as une espèce de courbe qui va se tasser. Mhm. Tu vois, quand tu mets deux gros défenseurs l'un à l'autre, on n'est pas sur un 1 plus 1 égale 2. Si je devais être schématique, on est plutôt sur un 1 plus 1 égale 1,5, quoi, tu vois. Mhm. Et dans le prolongement de cette envie de ne faire que de la défense et de continuer d'ajouter, tu vois, tout le temps des pièces défensives, et on va en parler avec KCP qui, certes, ajoute du spacing, mais c'est quand même un choix orienté défense. Moi, j'aurais peut-être bien aimé qu'ils aillent plutôt prendre un créateur, tu vois, que KCP, ça aurait pu être intéressant. Mais non, ils ont continué là-dessus. Je sais pas dans quelle mesure, en fait, c'est pertinent de faire ça, tu vois. Mhm. Euh, c'est compliqué, en vrai, bah, si on parle par exemple du choix d'aller chercher KCP, clairement ils répondent à cette problématique de on est catastrophique à 3 points. Et là en fait j'ai l'impression que l'attaque d'Orlando, c'est en gros c'est une attaque effectivement comme tu dis, enfin, c'est du pick and roll, c'est hyper basique, clairement, je trouve, l'attaque d'Orlando. Et c'est dû au fait que, bah, que tu manques de qualité de création et qu'elles sont pas forcément en plus où tu veux qu'elles soient. Et de fait, bah, tu as un côté un peu redondant, mais il cherche un joueur qui va être à l'aise dans du jeu de demi-terrain avec une équipe qui fait beaucoup de cuts quand même. Et il cherche un joueur qui va apporter ce côté. Bah, presque je t'augmente ton spacing par ma seule présence, tu vois, un peu le côté à l'époque Sixers avec par exemple JJ Redick. Je suis pas sûr que KCP soit ce joueur-là, mais mine de rien, c'est vrai qu'il a montré une capacité à la fois accueillir un volume important et à avoir une vraie belle activité off-ball. Faudra voir si sorti du moule de l'attaque de Denver, ça sera aussi évident pour lui. La réponse est sûrement non. Mais en tout cas, c'est un très bon shooter et en plus, il crée pas de compromis défensif parce que c'est un putain de bon défenseur, quoi. Bah ouais, ouais, Par contre, je suis effectivement. pas sûr qu'au même prix, t'aurais eu, tu vois, un créateur, et puis ils sont dans cette situation où, genre, en fait, ils empilent les meneurs, là, et à mon avis,
pour sortir ce truc-là, il va falloir peut-être un trade plutôt que juste une signature d'été, tu vois. Enfin, En là, fait, ils ont combien? Ils ont Fultz, ils ont Anthony, ils ont Suggs, Fultz, ils l'ont ils pas ont repris, je Black, tu vois, crois, ils hein. ont 4 meneurs, quoi. Il me semble que Ah, ça y est, ils ont été sortis? Ok, Fultz, ils l'ont pas repris, ouais. my bad. Pour le coup. Mais alors, ouais, moi l'impression, ce qui me désole, mais tu vois, déjà, ils ont pas repris Fultz. Même si moi je peux comprendre, pour des questions de blessure et de profil, ça devient compliqué. C'est dommage. Mais tu vois, ils se donnent pas. Alors, je sais pas qu'ils auraient pu prendre, puis ça peut passer par un trade aussi. Enfin, je pense qu'il faut essayer de pas être trop limitatif. Mais tu vois, ils se sont pas donné une chance de faire un coup à la Malik Monk, tu vois. Ouais. Typiquement. Qui là, pour le coup, tu parles de salaire, c'est le même salaire, tu vois, que KCP. Et moi, je pense qu'il serait intéressant de commencer à faire ce virage-là, quoi, tu vois. Doucement, de commencer à faire ce virage, d'intégrer de l'attaquant pour ne pas être que dans une accumulation de joueurs défensifs. Ouais, je me demande s'ils veulent voir jusqu'où ils peuvent aller avec ce schéma très défensif, tu vois, voir à quel point en fait la progression interne peut les mener. Après, disons que la saison va démarrer, qu'il y a une trade deadline, que l'équipe a encore du temps, elle est jeune, elle a de la marge, donc là-dessus, je pense, ça peut arriver. Faut faire gaffe, effectivement, comme on disait, que ce côté un peu, on va à fond dans cette culture-là et dans cette mode de construction fait que on sait plus s'arrêter et on sait pas changer un peu de cap. Mais bon, ça peut venir quoi. Genre, ça peut venir. Il peut y avoir un gros trade et l'été en lui-même, mine de rien, on a assez peu de gros échanges. On a eu assez peu de grosses signatures, je trouve, parce que le marché était sacrément pauvre cet été quoi. Ouais, et puis je crois pas qu'ils avaient non plus le cap pour intégrer un Paul George, par exemple. Je pense pas qu'ils avaient ce niveau de cap-là. Pour le C'est coup, ça. Puis Paul George, c'est un joueur de 34 ans. D'un côté, le gros meneur qui a bougé, entre guillemets, c'est Deronte Murray qui correspondait pas du tout à ce que l'équipe cherchait, tu vois. Donc, bon, relativisons, je pense, ce côté-là quoi. ok. Tu vois, Paul George, oui, ça aurait été une belle prise, mais tu construis quoi à long terme alors que Paolo Banchero a 21 ans et Franz Wagner a peut-être 23-24 ans, tu vois, genre. En Moi, fait, j'ai un peu ce problème de gestion de c'est plus ce que je pipeline, me donc dis bon. que on voit beaucoup de meneurs bouger depuis 2 ans et qui sont jamais dans les discussions. On sait pas ce qui se passe derrière, mais en tout cas, ça n'arrive pas chez eux, tu vois. Non, non, Pourquoi est-ce que, je sais pas moi, pourquoi est-ce que Emmanuel Quickly, par exemple, à un moment donné, il n'y a pas des rumeurs pour que ça finisse à Orlando, tu vois, ou un truc, une piste de quelque chose, quoi, tu vois. Je veux dire, demain, ouais, ok, ils ont ouais. récupéré Oji Anunoby pour Emmanuel Quickly, RJ Barrett et plein de tours de draft. Peut-être que t'avais. De toute façon, New York voulait pas lui filer sa thune. Ça se trouve, tu l'avais contre Jonathan Isaac, tu vois. Et je dis pas qu'il fallait le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que ils le font jamais, ce truc-là, tu vois. Je pense que, sincèrement, en toute Après, ils sont sincérité, compétitifs cette saison, tu vois. en toute sincérité, je pense Genre, qu'ils se en seraient vrai, c'est la positionnés sur première Malik Monk. saison où ils vont en playoff. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est la première saison en playoff. Et j'ai une intime conviction, qui n'est qu'une intime conviction, j'ai pas de preuves, j'ai rien, qui se serait positionné sur Malik Monk si Malik Monk avait pas prolongé à Sacramento parce que le fit était d'une évidence telle Ouais, je suis d'accord. que je pense qu'ils l'auraient fait. Mais ils l'ont pas fait. D'accord. Mais et en même temps, tu vois, genre, tu vois, Malik Monk, c'est un joueur, je trouve, il est dans les circonstances idéales. Je suis pas sûr que dans cette attaque beaucoup moins mobile, avec beaucoup moins de playmaking, il serait aussi fort, tu vois. Et donc, monter un trade pour un joueur qui va t'améliorer, mais qui va pas te faire passer non plus, je pense, un cap monstrueux. Est-ce que Quel j'ai envie de intérêt, ouais. prendre le Hmm. risque? Je suis pas sûr. Genre, moi, je pense que si le jour où il bouge, faut qu'il bouge pour, vraiment le joueur qui te fait passer le cap, alors, presque par son arrivée, tu vois. Ouais, genre, je Genre, les peux. petits ajustements. T'as des joueurs en tête d'ailleurs? euh, Bah, on l'a dit, moi, par exemple, s'ils allaient chercher un triangle, mais là, on parle d'un joueur qui est dans l'élite de la NBA. Non, mais il y a Mais élite, mais il y a énormément de débats sur Triangle. Le côté élite est ouais, pour la création sur le pic. Maintenant, je sais pas moi encore. Ah, c'est vrai qu'ils ont tradé des gens de Temeray, ça laisse à penser que Trayon va rester, hein, on est bien d'accord. Mais oui, il c'est y a ça. eu énormément de C'est rumeurs bien. comme quoi sa cote était plus si haute que ça. Et notamment parce que pour le coup, le compromis défensif qu'il offrait l'année dernière était à ce point catastrophique qu'il commençait à avoir une cote qui baissait beaucoup, quoi. Ouais, mais du coup, là, on est dans. Justement, en fait, pour moi, la situation d'Atlanta, c'est t'as un top joueur offensif. Tu lui mets un joueur dans les pattes qui va plutôt limiter ses capacités offensives que vraiment permettre de le faire briller. Et à côté de ça, t'as passé ton temps à récupérer des joueurs et à drafter des joueurs qui ont tous été décevants en vrai. Genre, j'ai l'impression qu'Atlanta, c'est l'histoire d'une équipe.
à part un ou deux joueurs qui, tu vois, Johnson par exemple. Mhm. Mais sinon, globalement, il y a que des joueurs qui ont plutôt déçu. Et donc, effectivement, t'as pas le moteur pour aller compenser les compromis défensifs de Trae Young. Mais là, pour le coup, s'il débarque à Orlando et que tu arrives, on va dire, à donner plus des tours de draft que, on va dire, des joueurs de l'effectif actuel, tu as largement les moyens pour accepter ce compromis défensif. Et je trouve que ce qui t'apporte, autant d'un point de vue création offensive que scoring, c'est tout ce qui manque à Orlando. Donc, effectivement, un joueur comme lui, pour moi, c'est là, on n'est plus une équipe qui vise, tu vois, les playoffs en évitant le play-in. On est une équipe qui vise d'aller au moins en finale de conf, quoi. À On- minima. Ouais, mais Donc, ouais, ouais. c'est pour ça que je pense qu'il faut pour réussir à faire. Moi, je m'étais fait une petite liste de joueurs. Je te dis peut-être sur cette petite liste de joueurs ce que tu en penses. Passe ton truc, moi je pense jamais à faire ça. Ouais. Ouais, ça va de très haut à, enfin, de peut-être possiblement irréaliste à quelque chose de peut-être plus réaliste. Bon, il y avait Trae Young, on en a déjà largement parlé. Je me suis dit, peut-être il y a un monde où dans 8 mois, Charlotte, ça fonctionne pas, ça commence à faire 3 ans que ça marche pas. Il a un gros contrat qui arrive, la Melo Ball. Ouais, moi je le fais. Hein. Alors après, avec le gros problème de Là, pour blessure, le hein, coup, qu'a tu la vois, Melo, hein, mais c'est ça. Mais si on parle juste de la valeur du joueur, ouais, clairement, tu vois. Et puis dans cette équipe, pardon, je vais essayer d'articuler, qui est pas très bonne en transition, alors qu'elle est censée en générer beaucoup. Putain, vas-y, mets-moi la Melo Ball là-dedans, tu vois. moi, Genre, le moi, je pack, suis très très partant. le pack qui me paraît plausible, tu vois, à bouger pour avoir un gros joueur, enfin on en a parlé tout à l'heure, mais dans leur situation, c'est un pack Wagner qui a quand même beaucoup de valeur, Anthony Black qui a encore dans son contrat rookie, qui a un top 6 de draft, et genre 2-3 pics de draft, quoi, tu vois, vraiment un truc un peu mastodonte qui te bouge ta structure, mais qui te permet d'aller chercher un gros joueur. Donc tu vois, je me suis dit la Mélo. Ouais. Par exemple, est-ce que t'envoies tout ça contre la Mélo, tu vois? Ouais, moi, ouais. Après, alors, je suis pas partie des gens qui sont extrêmement chauds sur Franz Wagner, donc du coup, d'autant plus oui, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est un bon joueur, mais je trouve que le plafond est pas non plus stratosphérique, donc ouais, ça me va large. Hein. Genre, Je suis- clairement, je Tu vois, pense que tu es gagnant. je suis pas convaincu que dans la ligue, la Melo Ball ait une cote beaucoup beaucoup plus haute que Franz Wagner, tu vois. Et donc si t'envoies, À cause des blessures, mais bah sinon, je pense notamment, qu'en bonne bah oui, mais santé, quand même. ça compte quand même beaucoup, ouais, les blessures. Ouais. Ouais, Et mais du coup, il était parti pour avoir une cote largement supérieure, tu vois, en termes on est d'accord. Ouais, ouais, de on est plafond d'accord. qu'il Mais a comme il y a mis. aussi un top 6 de draft, de pick, tu vois, c'est pour ça que j'essaie d'être sur un truc un peu réaliste. Avec le même package, je m'étais demandé Kate Cunningham. Tu vois, pareil, si la saison de Détroit est encore cata, à un moment donné, Alors, je t'avoue que mon problème, c'est que Détroit, ça fait clairement partie des équipes que j'ai boycottées, parce que franchement, bon, déjà, j'ai eu une saison où j'ai eu un peu de mal à suivre la ligue, et donc ça faisait partie des équipes où je me dis, ok, genre, j'ai pas le temps de Mhm. voir ça. Donc je sais pas, en vrai je sais pas où il en est, tu vois. Le joueur qui est arrivé, il était assez phénoménal, mais pour le coup je suis pas sûr qu'il corresponde parfaitement. Si par exemple tu gardes Paolo Banchero, la relation entre les deux, je la vois pas des masses quoi. J'en avais. Et j'ai pas l'impression qu'il soit fort au point à l'heure actuelle je sais pas, honnêtement j'en sais rien. Sur un peu le même, sur un peu le même type de package, je m'étais dit Jalen Green. Le package est peut-être un peu gros là pour Jalen Green, mais Voilà, c'est gros pour Jalen Green parce que je suis pas persuadé que qu'il soit meilleur que Franz Wagner quoi. ouais, mais il crée. Il crée des trucs, il crée, tu vois. Pour le coup, il peut créer sur le pic. C'est là où tu vois, on commence à rentrer dans le truc de, à un moment donné, ce que tu fais, c'est choix un peu moins défensifs, orientés Voilà, je suis défensifs. pas Après, la vraie convaincu, je question, sais pas, c'est, genre l'efficacité elle vient pas. elle est venue sur la fin de saison Euh, où il y a eu 2 mois incroyables, mais on sait pas Ouais, si sur plein de elle a de matchs, la quoi. valeur ou pas, quoi. Non, moi, je suis franchement là pour le coup, c'est plus le truc où tu jettes une pièce en l'air et tu te dis est-ce qu'à la fin je suis gagnant ou pas et j'en suis pas sûr quoi. Je m'étais noté Darius Garland. Toi, tu le fais pour Jalen Green? Peut-être pas avec Anthony Black et 2 tours de draft, mais si c'est 2 tours de draft et Franz Wagner, je pense que c'est un trade qui. Bon, mais Ok. moi, je suis un peu haut sur Jalen Green comparé à la moyenne, parce que les flashs que j'ai vus pendant le mois là avec Houston étaient tellement extraordinaires que je suis un peu haut, ouais. Et je pense Attends, moi que, alors, en fait, je pense que la réalité de ce qui va se passer pour eux sur le marché, c'est qu'ils doivent tenter un coup à la Tyrese Haliburton, tu vois. C'est-à-dire envoyer un joueur qui fit pas bien dans ton, enfin, qui fit moyennement avec ta star, mais qui sur le papier est plus fort que le joueur que tu reçois, parce que tu te dis le joueur que je reçois, en fait, et si, tu vois. C'est ce qui se passait avec. ouais, mais Tyrese Haliburton en vrai, on le voyait déjà très très fort quoi. Il y avait pas de doute, je trouve, sur le fait Ah que ouais, Tyrese d'accord, Haliburton soit ok. très très fort.
Ah, ils ont quand même envoyé Sabonis. Bah, je sais pas, tu vois. Ouais, mais Sabonis, pour moi, c'est beaucoup plus fort que Jalen Green, hein. Oui, non, Qu'est-ce mais que je tu veux parle dans faire, l'autre toi? sens, moi. Je Non, mais parle tu des vois. Pacers. Non, moi, je parle dans l'autre sens. Les Pacers qui ont envoyé Sabonis et qui ont accepté de prendre Ah, Haliburton. Tu vois, je le pense plutôt dans ce mais sens-là. c'est même pas la même génération. Tu vois, il y avait un Ouais, côté ouais. avec Sabonis, c'est genre le cycle est fini, on passe à autre chose et on prend un jeune, alors que là, genre. Non, moi, je sais pas. Après, je suis visiblement pas aussi haut que toi sur Jalen Green, hein. Moi, j'ai du mal à voir son efficacité. Genre, tu vois, j'ai du mal à voir sa fin de saison être genre une saison entière, quoi. Je peux comprendre. Mais c'est ma projection personnelle, tu vois. Bon. Alors, peut-être pas contre Franz Wagner. Faut peut-être trouver un truc un peu plus équilibré, mais Tyler Hero. Euh, Quentin. Quentin dit oui. Et Quentin dit Quentin, je oui. m'excuse. C'est ça, Quentin Quentin dit va je dire le oui. fais. Comme ça, il part dans Miami. Ah, c'est ça, mais non, tu vois, en vrai, tu progresses, je pense. Mais moi, ça me suffit pas. Ouais, pour toi, tu gardes pour un Genre, truc je sais pas, j'ai big. envie que Ouais, moi, j'ai envie d'un truc où je me dis, waouh, tu vois, là, ça me fait. Enfin, bon, je vais pas. Mais du coup, non, Tyler Hero, en plus, ça fait, j'ai l'impression que ça fait 100 ans qu'il a NBA. En fait, il a progressé vite, mais non, je pense qu'il est plafonné, quoi. Tu vois, là, je pense qu'on est typiquement Pareil, dans le en genre de fait. joueur où t'es dans un joueur qui est défensivement un peu un plot, mais qui est offensivement, t'as le pull-up, donc t'apportes un peu de création sur le pic et tu vois. Alors, clairement, c'est un gros problème le pull-up à Orlando. Donc, oui, je comprends l'idée, tu vois. C'est juste, en fait, c'est quoi l'idée du trade que tu proposes, tu vois? Bah, c'est Genre, vrai dans que ta tête, en gros, quand tu proposes ce trade, c'est quoi, genre, c'est quoi ton projet pour Orlando, quoi? je sais pas, tu vois, si est-ce que par exemple, si demain Miami, tu vois, dans 8 mois, c'est que Butler va partir, va devoir un peu reconstruire et qu'on te demande Anthony Black parce qu'il a encore de la valeur et qu'il a plutôt bien démarré sa saison, 2 tours de draft, tu vois. Ouais, alors, en fait, moi, je pense que ma position par rapport à ça, c'est que j'aime pas le truc de genre, ok, ça m'améliore, donc je fais. Ouais, Ouais, c'est personnel. Hmm. Mais pour moi, une équipe, elle doit se dire, ok, quand je fais ça, après, derrière, j'ai plus que des ajustements à faire. Je pense que Orlando, ils en sont là, tu vois. C'est-à-dire, ok, ils sont forts, ils ont une très très bonne défense. Clairement, il leur manque un truc. Et s'ils commencent à dilapider, on va dire, des assets pour aller chercher des joueurs où tu vas te dire, ok, bah c'est pas assez, maintenant, faut aller chercher encore autre chose, bah ça me va pas en fait. Ok, ouais, ok, je saisis. Du coup, je pense que sur les 3 derniers joueurs, tu auras le même positionnement. Je garde le plus complexe pour la fin. Je m'étais dit Anthony Simons. Moi, j'aime beaucoup, Bah, pour le voilà, coup. tu vois, j'aime bien. J'aime Mais on bien. est pile dans ton Mais truc encore, de faut pas se dépouiller pour rien, mais, quoi. mais par contre, si tu me dis, oui, c'est Anthony Black. Et genre, mais tu vois, il a un contrat en plus déjà, Anthony Simmons. Donc, oui, si tu me dis, allez, genre, si tu me dis c'est KCP et Anthony Black, oui, je m'en fous parce que c'est interchangeable, tu vois. Ouais, ouais, ok. Ouais, ouais. Après, j'avais. Et je veux pas d'assets forts. Ouais, non, non, mais Je veux pas donner les tours de draft, tu vois. En fait, c'est l'idée, j'ai pas envie de donner les tours de draft pour ça. je veux pas donner tes tours de draft pour ça. Ok, ok, je Ouais. comprends. Les 2 derniers, j'avais Cam Thomas, mais là sur un truc qui coûte moins cher, hein. Ouais, Euh, Ouais. mais t'as pas la création, mais t'as du pull-up pour le coup. Enfin, t'as un joueur taré. Et le dernier, Ouais. qui est peut-être le plus compliqué, et là je m'étais dit, allez, là on va un truc un peu lourd, je prends un risque Franz Wagner contre Darius Garland. Alors, on a eu une discussion il y a pas longtemps, toi, Paul et moi. Et genre, je me suis rendu compte que j'avais pas assez bien suivi la saison des Cavs parce que vous sembliez dire que bon, ça avait été compliqué. Moi, Darius Garland, c'est un joueur qui, clairement, ouais, genre, je dirais, ça peut valoir le coup. Après, c'est vrai que ces chutes en playoff font un peu peur. L'échantillon est faible. On peut se demander, tu vois, à quel point le fait qu'il y ait Donovan Mitchell, ça le met un peu en dedans aussi et qu'il prend pas forcément les responsabilités qu'il doit prendre. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y avait un tel potentiel dans la création offensive, même dans le scoring, que lui, pour le coup, ah, et là, je trouve que tu peux passer un cap, quoi, si t'as vraiment la bonne version de Darius Garland. Là, t'es vraiment dans un truc, tu vois, allez, je vais sur mon compromis, je vais sur ma prise de risque. Je laisse Franz Wagner, qui a quand même une valeur un peu sur mon effectif pour Garland, où effectivement, il y a un scénario haut où je perds un peu en défense, mais je gagne suffisamment en attaque, et un scénario bas où je perds en défense et je gagne pas suffisamment en attaque. Même si le Ouais, c'est ça, minimum de ce que tu gagnes avec Garland fait que quoi qu'il arrive, tu vas mieux attaquer. C'est sûr que tu attaqueras mieux, mais est-ce que tu attaqueras ouais, c'est mieux à ce ça. point? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est là où tu Et sais. du coup, après, c'est quoi la différence du coup de valeur entre Franz Wagner et Darius Garland? Est-ce qu'elle est si énorme? Tu vois, est-ce que c'est juste en vrai, t'as fait un truc qui est interchangeable en termes de valeur ou est-ce que t'as quand même payé beaucoup plus cher que ce que tu vas donner?
Ah, je pense que tu as effectivement une différence de profil. C'est jamais si simple que ça, mais j'ai du mal à imaginer que demain tu proposes aux Cavs de faire cet échange et ils disent non. Hein. Ah ouais? Ah bah oui, je pense qu'ils disent oui. Hein. Bah, Ah Wagner, ouais, ok, donc pour toi, en fait, genre, tu peux faire un switch entre les deux. Il y a un problème de salaire, j'imagine, mais tu peux faire un switch entre les deux en termes de je valeur. pense pas parce que Wagner. Ah non, Wagner, il a signé son contrat, il démarre quand? Son contrat, Wagner, Pas mal, il démarre sur peut-être NBA. l'année d'après, effectivement. Donc il y a peut-être un petit sujet salaire chez l'ami Franz Wagner, je suis à peu près sûr même. Moi, j'aurais dit qu'il a fait sa première saison, là. Ah ouais. Et oui, donc il fait la quatrième, donc c'est l'année d'après qu'on commencera Ouais, son c'est nouveau ça. contrat et qu'il Ouais. pourrait équilibrer avec Garland. Donc effectivement, il y aura un petit sujet salaire. Mais ouais, moi je pense que, ouais, je pense que, Ok, donc toi, tu les mets dans les mêmes sphères. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah, j'ai raté une saison de Darius Garland, je pense. Hein. Mais en fait, le problème de Darius Garland, c'est toujours le même, c'est que moi j'étais très 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 haut sur Garland, donc déjà je sais pas à quel point la question de la déception me fait baisser. Non, mais il y a un vrai problème de transposabilité en playoff chez Garland, quoi. Ça marche pas en playoff, quoi. Ouais, mais est-ce qu'il y a un problème de en fait, moi, ce duo, en fait, j'ai l'impression que, alors c'est mon avis personnel sur Donovan Mitchell, mais j'ai l'impression que c'est pas un joueur qui est forcément bon à avoir si tu veux faire briller les joueurs autour, tu vois. Je suis d'accord. Et je me demande à quel point la chute de Garland, elle est corrélée à la présence de Mitchell qui est pas évidente pour lui, quoi. Je suis pas sûr que la présence de Paulo Banchero soit facile pour le joueur qui le rejoindra, déjà. Ouais, pour Euh, d'autres raisons, par contre. pour d'autres raisons, mais je pense qu'il y a des raisons qui ressemblent un peu plus aux raisons que pouvait être de Carmelo Anthony, par exemple, tu vois. Mais plus que Donovan Mitchell. Euh, Ah, ok. mais je suis d'accord avec toi. Hein. Mais non, mais aussi, je pense que le problème de Darius Garland, en comparaison d'un Franz Wagner, c'est que Franz Wagner, allez, il était à 36% la saison d'avant à 3 points. Enfin, il n'y a pas de raison que ça reste à 28. C'est qu'en soi, Franz Wagner, il n'y a pas de compromis. Tu vois? C'est un mec qui Ouais. t'apporte de la taille, de la défense, de la vitesse, de l'attaque de cercle, un peu de création, normalement un minimum de spacing. Donc pour moi, ce genre de joueur, l'année dernière, il met un peu plus de points que l'année d'avant, il est à 20 points par match en flinguant son adresse à 3 points sans raison. Il y a un monde où cette année, Franz Wagner, tu vois, ça devient très sérieux, quoi, tu vois. Et si Franz Wagner, cette année, c'est un joueur en 23-5-5, avec un niveau d'efficacité ok, tu vois, qui retrouve des Alors, standards qu'il est censé avoir, bon, ça me paraît pas improbable. est-ce que Franz Wagner, c'est un joueur en 23-5-5 dans une équipe qui force pas son attaque et qui est donc pas obligé de passer par lui, tu vois. Ben, est-ce que c'est une deuxième option en fait? C'est ça la question. C'est est-ce que Wagner est une deuxième option? Genre, ok, il est cool à avoir joué, c'est un bon joueur de basket, il fait tout bien, tu vois. Mais est-ce qu'il est excellent dans quelque chose? Non, c'est pour ça que c'est pas une première Est-ce que... option. C'est peut-être un connecteur, une troisième option. Peut-être qu'il aura une carrière un peu à la Andrew Wiggins, tu vois. Peut-être. Hein. Bah ouais, moi genre, bon, avec beaucoup plus de création et probablement avec un meilleur QI basket, tout ça, mais ouais, genre, pour moi, il est là, tu vois, Franz Wagner. Il est dans ce truc de, là, il est dans un rôle peut-être qui est trop gros pour lui et c'est un très bon joueur de basket, mais dans un monde idéal, tu le veux pas à la place qu'il a aujourd'hui, donc tu peux te permettre de t'en débarrasser pour Oui. ces raisons-là, tu vois. Oui, oui, et du coup Et d'aller tester Darius Garland. Moi, je pense c'est que ça. Darius Garland, il y a un monde où bon, son contrat va le tenir longtemps, mais où rapidement, déjà tu te dis qu'il est trop payé et où tu es en mode oui, ok, il m'apporte 20 points 6 passes, mais est-ce que ça vaut ce compromis défensif? Ouais. Je sais pas quoi, tu vois. Mais bon. Ouais, bah dans leur moule, ça me paraît plutôt ok. Mais je le fais moi, hein. Moi je le fais, hein. Mais Je le ouais. fais moi, hein. Je le fais. Ah, Alors ok, que je on est pense que d'accord. c'est ce que je te disais, je pense que la valeur de Wagner est plus haute, mais je le fais malgré tout, parce que je pense qu'il faut qu'ils fassent leur transition vers ça, Ok. vers ce truc-là. En tout cas, la saison, tu vois, par exemple 2021-2022, donc avant Donovan Mitchell, franchement, elle fait envie, je trouve, tu vois. Ah bah oui, oui, là c'est sûr, hein. On était sur moi je trouvais que c'était, moi je voyais du Steve Nash un peu chez lui, mais donc forcément oui, oui, à ce Ouais, moi, je trouve moment-là, je qu'il te y a dis un pas gros autre chose. truc, tu Après vois. je trouve qu'il y a Ouais. il y a 2 années de suite en playoff où c'est vraiment pas bon du tout en playoff, et moi ça m'inquiète C'est un peu. ça, mais en même temps, c'est 6 matchs, quoi. Ah, un peu plus, hein. 6 et 7. Bah, 6 et Un 7. peu plus. Non, non, parce qu'il passe au deuxième tour. Il y a la série contre Boston. Hein, aussi, Ah hein. oui, c'est vrai, excuse-moi, C'est un peu pardon. plus. Après, Pardon. c'est contre Boston. C'était pas des conditions faciles. Ça, je dis pas le contraire. Mais Oui, puis en plus, il y a eu plus de blessures et tout, donc ouais, bon. ouais, ouais. Mais t'as une vingtaine de matchs de playoff. C'est sûr que c'est pas énorme. Hein, je te l'accorde. Est-ce que t'as d'autres éléments sur ce qu'on attend de voir un peu d'Orlando cette année? Finalement un peu en trame de fond. On n'a pas arrêté d'en parler, mais peut-être des choses à dire encore. Euh,
Bah, moi, ce que je pense, c'est que là, du coup, ils sont un petit peu figés, tu vois. Il n'y a pas eu de changement majeur. L'arrivée de KCP, je trouve, c'est, tu vois, en fait, c'est du Gary Harris beaucoup, beaucoup mieux, quoi, à l'heure actuelle. Ce qui me peine à dire, hein, d'ailleurs, parce que je rappelle que j'aime beaucoup Gary Harris. Mais non, c'est de voir une continuité. Moi, enfin, j'espère voir Paolo Banchero un peu débloquer l'efficacité, ce qui changerait quand même beaucoup de choses pour cette équipe. Et ensuite, j'aimerais bien bah, justement qu'on voit en fait poindre l'étape suivante, mais dans le jeu, franchement, j'aimerais bien qu'ils progressent en transition. En vrai, ils ont une trop bonne défense pour être genre dans les bas-fonds de la ligue dans le domaine. J'espère que leur spacing va s'améliorer. Tu vois, ça passe par Franz Wagner, ça passe par l'arrivée de KCP. Ça peut être aussi des joueurs qui petit à petit se développent à la façon de Jalen Suggs. Donc j'aimerais bien effectivement que le spacing soit moins dégueulasse, qui aiderait, comme on l'a dit, particulièrement leurs principaux playmakers. Et qui sait, peut-être Anthony Black aussi. Je pense que c'est un joueur intéressant et j'aimerais bien qu'il ait une évolution. Ils ont un problème de playmaking, donc j'espère que ça viendra avec lui. Mais donc au global, ouais, voir Très bizarre mieux d'ailleurs. en gardant une défense élite, quoi. Très bizarre hein, Ouais. l'utilisation de Tony Black cette saison. Hein. Il y a beaucoup de matchs qu'il n'a pas joué, et d'autres qu'il a même starté. Mais tu vois, dans le truc de Mosley, quoi. Il y a de faire starter parfois, pas jouer à d'autres moments, et c'était pas des questions de blessure. C'est les choix du coach. Ouais, C'est très bizarre. ouais. Après, effectivement, en tout cas, j'aimerais bien qu'il reste, tu vois, genre vraiment élite défensif, qu'on voit des Ouais. progrès offensifs, et après qu'on commence voilà, à voir poindre un peu l'avenir de cette équipe-là. Il y a la question de Jamal Mosley, moi j'avoue que je suis pas un grand fan, Ouais. et il y a la question de, bah, en gros, est-ce que tu vas trouver, parce que je pense que ça va venir par un trade, en vrai, je vois pas d'autres scénarios. S'ils veulent vraiment franchir un cap, et je pense pas que ce sera cette saison du coup, mais s'il y a un trade majeur qui peut se faire, genre s'il vous plaît, faites pas genre des petits ajustements, allez-y à fond, quoi, genre prenez un gros risque. Parce que sinon, l'équipe va finir par stagner et elle va faire comme beaucoup d'équipes de ce type-là. Elles vont faire deux trois saisons de playoff et puis elles vont disparaître parce que bah, ça va bouger quoi. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Alors moi je suis comme toi, c'est marrant parce que je pense que la moyenne de la commu NBA est assez haut sur Mosley et on est peut-être les deux seuls à être pas très haut. Moi je suis pas très haut sur Jamal Mosley, je lui reconnais d'avoir réussi à construire une défense de bonne qualité, mais je trouve que le système, le personnel défensif est tellement dingo que je me demande un peu quelle est la valeur. Après quand t'es deuxième c'est jamais que le personnel, mais quelle est la valeur de cette construction. Donc et j'ai des vrais problèmes sur son développement offensif. Enfin, moi, au bout d'un moment, j'ai besoin de Après, voir des trucs, quoi. ouais, mais voilà, est-ce qu'on peut dire genre, ouais, la défense elle est dingue, mais en même temps il a un super matériel et dire, ouais, l'attaque elle est pas terrible. Bon, il n'y a pas de playmaker, tu vois, de vrai playmaker NBA, mais Ouais, mais c'est ouais, sa faute. Et on en revient à tu vois, la c'est vrai. discussion qu'on a déjà eu plusieurs fois et dans ce fameux truc de genre des équipes NCAA qui font des attaques hyper fancy, tu vois. Et à la fin, ça prend un tir contesté en pull-up ou ça prend un tir contesté de loin. Genre, C'est vrai. ouais, Non, mais c'est si vrai. son Hein. équipe offensivement, elle a pas un super développement, est-ce qu'il a beaucoup d'options aussi, tu vois? Oui, oui, est-ce qu'il a intérêt à aller chercher des plays qui sont des plays à faible rentabilité? La question peut se poser Mettez effectivement. votre énergie en défense, du coup. Et tu vois, on en vient à ce côté, ils aiment pas trop le compromis. Et du coup, dans ce cas-là, autant aller à fond sur ce qu'on C'est fait vrai. bien, quoi. Ouais, ouais, ça paraît cohérent de voir les choses comme ça, ouais, tout à fait. Moi, je m'étais dit, tu vois, pour revenir encore une fois à la preview que j'avais écrite l'année dernière, je disais que l'un des enjeux de la saison, c'était de savoir avec qui tu poursuivais les saisons d'après, et que ça faisait partie des Mm. raisons, enfin des sujets, enfin, ça faisait partie des questions. Si tu arrivais à y apporter une réponse, la saison était une réussite. Je trouve qu'en ce sens, la saison a plutôt été une réussite. C'est-à-dire que tu sais qu'en gros, Mm. tu peux t'appuyer sur Jalen Suggs, tu sais que tu peux t'appuyer sur Jonathan Isaac, tu sais que tu peux t'appuyer sur Carter, sur les deux Wagner, sur Banchero. Ils ont ajouté KCP, mais tu vois, on est à peu près là-dessus. Anthony Ouais. Black, on sait pas trop encore. Bitadze aussi, il reste ou pas? Qui donc? Goga Bitadze, Il a prolongé. Après, tu vois, c'est pareil. Alors parfois, ils ont les trois pivots en même temps. Enfin bref, c'est vraiment leur truc de rotation. Mais Bitadze, ouais, effectivement, Bitadze peut être mis là-dedans sans souci. Donc ils sont fait ce tri. Et en ce sens, la saison est une réussite. Ils savent sur qui investir. Moi, je pense, j'aimerais bien à la fin de cette saison qu'ils soient capables de se dire, est-ce que, un peu pour répondre à la question que tu posais avant, est-ce que ce dont on a besoin, c'est de péter la banque pour un top joueur et donc de péter un autre top joueur, enfin un autre meilleur joueur, ou est-ce que ce dont on a besoin, c'est un ajout? En gros, est-ce qu'on a besoin pour être la top équipe d'aller chercher Trae Young qui est de Cunningham, ou est-ce qu'on a besoin d'aller chercher Anthony Simons, tu vois? Je pense que s'ils ont la réponse à cette question à la fin d'année, peu importe quelle est la réponse, ils auront avancé, tu vois. Ouais.
Ouais, ouais. Et d'ailleurs, par rapport à leur saison précédente, tu vois, genre là, on a été plutôt critique en vrai, parce qu'on est plus dans l'idée de la projection et les craintes qu'on a de voir cette équipe à un moment donné ne pas franchir de cap. Ouais. Mais genre la saison dernière, en vrai, c'est un scénario idéal, hein. Enfin, comme tu dis, tu sais, en gros, tu arrives à faire le tri parmi tes joueurs. Tu vois, il y avait ce truc de est-ce que il faut qu'on garde Markel Fultz alors qu'il pose des compromis offensifs qui sont très chiants parce qu'il n'a pas de shoot. Bah, ils ont réussi à trouver chez la progression de Suggs et on va dire la viabilité de la création Wagner, Banchero dans une défense élite. Bah, ils ont réussi à définir leur projet, ils ont réussi à faire émerger des joueurs. En vrai, la saison de Moritz Wagner, offensivement, elle est dingue, hein. Genre l'efficacité du mec, je crois qu'il est 17 points au-dessus de la moyenne NBA en efficacité au scoring. Genre vraiment sa saison elle est dingo. Et donc du coup ils ont réussi effectivement à esquisser. Ils l'ont prolongé pas trop cher en plus. Hein. Je crois qu'il a 11 millions la saison C'est ou ça. 12. Hein. C'est tout à fait correct. Hein. Donc, ils ont vraiment esquissé un truc. On sait aussi que bah, ils sont limités parce qu'il leur manque une star offensive, mais ils ont esquissé un truc, entre guillemets, genre t'es un bon joueur, on te met à Orlando, tu te dis en vrai je peux passer une bonne saison, tu vois. Et ça c'est cool parce que ça faisait très très longtemps, même les saisons où ils faisaient les playoffs à l'époque, tu sais, genre Fournier, etc., Ouais. que genre là T'avais pas ça. les Ouais. gens s'en foutent Ouais. pas, tu vois. Il y a pas il y avait pas d'engouement. Là, il y a un truc et c'est cool. Chose qui traduit un peu ce que tu dis sur la saison un peu parfaite, c'est le 11e bilan de la saison. Enfin, 12e à égalité avec les Lakers, mais je crois qu'ils avaient le tiebreaker. Et ils ont le 14e net rating. Donc évidemment, le net rating de toute façon peut pas être décroché par rapport à ton classement, c'est impossible. Mais le fait que ce soit légèrement en dessous t'indique qu'il y a eu pas mal de matchs serrés qui ont tourné en leur faveur. Mais ce qui est logique aussi avec les équipes défensives, hein, d'ailleurs. Plus souvent des matchs serrés avec les équipes défensives qu'avec les équipes d'attaque. Ouais, Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon sur notre cher Magic là. Est-ce que ouais, tu vois clairement. d'autres points à aborder? Écoute, non, 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 je pense que là, on a quand même un truc assez complet. Je pense qu'on a un peu donné les visions de, à la fois comment on avait perçu leur saison. Et encore une fois, hein, franchement, moi, je suis très content de les avoir vus percer la saison dernière. Je trouve qu'il y a plein de joueurs intéressants et c'est une équipe qui est cool à voir jouer au global. Et ensuite, bah, non, je pense que la saison prochaine devrait bien se passer, sauf blessure très problématique. Maintenant, ouais, genre, on va dire que je suis pressé de voir les éventuelles progressions internes. J'aimerais bien qu'il y ait un joueur qui vraiment casse un peu le plafond, mais je sais pas, je suis un peu sceptique quand même. Ouais, on voit pas trop où il pourrait être. On avait dit d'ailleurs l'année dernière hein, que c'était une des clés de la saison, la question des blessures. C'est une équipe qui a connu énormément de blessures sur les dernières années. Ça s'est plutôt pas trop mal passé l'année dernière à ce niveau-là. Clairement. Je suis pas sûr que ça soit leur norme. Parce que tu prends les dernières années, c'est pas leur norme, donc il n'y a pas de raison que d'un coup ça la devienne. Voilà, Non. je suis un peu curieux de voir ça, tu vois, l'année prochaine. Est-ce que Suggs va encore faire une saison sans se blesser? Est-ce que Jonathan Isaac va réussir à retoucher les 60 matchs? Ils ont pris KCP Ouais. qui généralement a pas trop de blessures pour le coup. Mais Après, je voilà, pense- KCP est fiable, Cole Anthony est fiable, Banchero est fiable. Bon, je suis pas sûr que Cole Anthony fiable, c'est une super ouais, nouvelle, ce que je veux dire, Cole Anthony serait mais il peut-être est fiable. temps de lui trouver une porte de sortie, mais je pense qu'elle est pas simple à trouver la porte de sortie pour Cole Anthony. Non, et d'autant que comme tu manques de création offensive, ce genre de joueur qui malgré tout va créer des choses, même si c'est pas toujours académique et genre tu préférais qu'il fasse autre chose avec la balle, bah souvent c'est le genre de joueur, c'est un peu à la Jordan Clarkson qui dure hein, dans des équipes Bah oui, parce que tu as toujours un volume de mauvais avec ce tirs à profil. prendre et, et c'est bien d'avoir des joueurs qui arrivent à en faire un peu quelque chose de ce volume implacable, enfin inévitable, pardon, de mauvais tirs. C'est Et ça. Ouais. c'est pas Suggs qui va réussir à en faire quelque chose de bien là-dedans, tu vois, typiquement, et c'est pas KCP. Bah, il faudrait que ce soit Suggs, mais malheureusement on n'y est pas encore. Mais Ouais, après bon, il a ajouté des briques tous les ans, donc qui sait hein. ouais, et puis je pense qu'il a il a une identité de joueur très propre. Je pense que c'est dans Ouais, son je pense. identité. Donc ce truc-là, Aussi, un hein, peu, je les pense moments de aussi. bordel, je pense que c'est moins son truc, Mm. pour le coup. Mais écoute, Jérém, Et sur, Joe Ingles, il reste ou pas? Pardon, question. J'ai Joe pas regardé Ingles, l'effectif l'année prochaine. Joe Ingles, qui était un peu le joueur pour le coup compromis offensif qui faisait jouer. Joe Ingles, qui a pas trop joué en playoff, hein, s'y étant là, forcément. Le compromis offensif, ça a tenu jusqu'au playoff. Il est pas parti à Minnesota, Joe Ingles? J'ai une bêtise? Je Ouais, sais pas. c'est ça, il est parti à Justement. Minnesota, Ouais, il est parti. Joe Ok. Ingles, donc c'est finito. Donc en plus, ils ont un créateur en moins. Et ben écoute, si on a fait le tour, écoute, je te propose qu'on s'arrête là. Je vais faire la phrase habituelle. Restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus.